Je vais appeler les différents intervenants à cette deuxième table ronde sur la ville productive, la métropole productive. Le temps que je reprenne mes fiches. Beaucoup, si ce n'est tout le monde, tous, chacun d'entre vous, est connu. Dominique Alba, Philippe Laurent, vous êtes maire de Sceaux, secrétaire général de l'Association des maires de France, n'est-ce pas? Monsieur Guiraud. Monsieur Guiraud, vous êtes maire des Lilas, vice-président de la métropole du Grand Paris. Madame Alba, vous dirigez l'atelier parisien d'urbanisme. Madame Dablan, on a de la chance, on a des tables rondes avec des dames, j'ai pourvu que ça dure, comme ça on ne va pas se faire agresser par des féministes. C'est toujours une bonne chose. Monsieur Kellner, vous êtes responsable de la conservation des monuments de la ville de Hambourg. Et Dominique Alba me disait tout à l'heure que vous étiez la personne la plus intéressante au monde. Donc, tout simplement. Et Jérôme Libeskind, vous êtes expert indépendant, vous êtes là. On se connaît par téléphone, tout autant qu'on connaît. Gestion et développement de plateformes logistiques en France et à l'international. Et c'est à vous, Monsieur Laurent, qu'il revient la charge d'introduire cette table ronde. Quelle solution pour produire au sein des métropoles? Quelle vision de la ville productive en 2019? Et puis aussi de la logistique, puisque ce sera les deux sujets principaux qui seront abordés. C'est à vous. Bien, on entend là, oui, il faut que je prenne ça ou pas? Oui, c'est mieux. Bien, bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je me réjouis de cet événement qui marque en effet les 10 ans, non pas du forum, parce qu'il ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais du syndicat mixte Paris Métropole que nous avions créé après la conférence métropolitaine. Donc c'est pour nous, pour Daniel, et puis pour beaucoup d'autres ici, quelques souvenirs. Mais ça ne nous rajeunit pas, mais bon, ça nous rappelle aussi de très bons souvenirs. Voilà, donc on ne savait pas très bien sur quoi tout ça aboutirait. On n'est pas forcément totalement satisfait de à quoi ça aboutit, mais enfin, pour finir, on a quand même avancé. Alors sur le thème donc, que nous allons aborder maintenant, je remercie d'abord tous les intervenants et mon coprésident Daniel Guiraud qui conclura. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes des notes là, pendant la table. Avant. Moi, juste quelques petits ressentis un peu personnels. Moi, il se trouve que je suis élu, mais ça ne se dit pas, hein, donc vous le garderez pour vous. Je suis élu dans les Hauts-de-Seine depuis 42 ans. Et donc, c'est un département que je connais depuis au moins 42 ans, dans lequel je me suis beaucoup promené. Et j'ai le souvenir encore, il y a une quarantaine d'années encore, de lieux où il y avait notamment des usines qui tournaient plus ou moins, que ça commençait déjà à bien fermer. Aujourd'hui, et c'est d'ailleurs été peut-être une chance, peut-être, pour un certain nombre de ces villes, à Sceaux, ce n'était pas le cas, mais pour un certain nombre de ces villes, ça a été transformé en friche industrielle et ensuite réaménagé, en cours de réaménagement. Dans les Hauts-de-Seine, c'est bien avancé. Il y a d'autres départements dans lesquels c'est en cours. Et et comme j'ai une formation d'ingénieur, ça m'a toujours un peu gêné de voir donc toute cette activité de production peu à peu disparaître ou en tout cas diminuer fortement. Et moi, j'y suis d'autant plus sensible qu'il se trouve que je connais aussi assez bien l'Allemagne et que quand vous allez en Allemagne, quand vous êtes en ville en Allemagne, eh ben, il y a encore des usines propres. Il y a encore des usines en plein centre-ville, dans même les grandes villes d'Allemagne. Ça existe encore. On a encore su garder donc, de la production industrielle au cœur de nos villes. Alors, il n'y a pas que l'industrie, il y a aussi l'agriculture. Je pense qu'on en parlera aussi. Il y a toute la question de la logistique, évidemment, qui est liée. Moi, je constate que d'autres pays ont su le faire dans des conditions qui me paraissent intéressantes, parce que les conditions de vie dans les villes allemandes ne sont pas désagréables. On le verra tout à l'heure peut-être sans doute avec Hambourg. Mais je trouve que nous avons là vraiment une réflexion extrêmement importante dont peu de gens finalement, à laquelle peu de gens s'intéressent. Donc merci d'avoir choisi ce thème qui paraît essentiel. Il y a encore un peu de production, notamment artisanale, de haut niveau, de luxe, etc. dans la métropole. Mais tout de même, c'est une véritable question, une véritable interrogation. Comment réintroduire de l'activité économique productive au sein de notre métropole?
Voilà l'introduction que je voulais faire. Pardonnez ces propos un peu personnels. Un mot, Philippe Laurent, sur Monsieur Breuiller en a parlé. Certains ont dit que c'était le sujet clé, cette fameuse cotisation foncière des entreprises qui est censée remonter à la métropole. Certains disent comment voulez-vous, votre président d'Interco m'a dit ça, comment voulez-vous que je convainque les maires d'accueillir une industrie potentiellement polluante, ne serait-ce que par les voitures qu'elle va véhiculer, si je dis aux maires parallèlement qu'ils n'en auront plus les retombées économiques. Vous partagez cette inquiétude ? Bah, non, d'abord, c'est pas faire confiance dans l'avenir de dire ça, parce qu'on peut toujours penser qu'on arrivera à travailler tous ensemble de manière encore plus positive qu'aujourd'hui. Et puis de toute façon, moi qui suis maire, comme Daniel d'ailleurs, et inclus dans un territoire, de toute façon, la CFE, la commune ne l'aperçoit pas. On ne l'aperçoit déjà pas, la CFE, elle va au territoire. Ce que nous percevons, en revanche, c'est la taxe foncière des activités économiques. Et ça, la taxe foncière, c'est quelque chose d'important. Je suis d'ailleurs, en tant que secrétaire général de l'AMF et président de la commission des finances de l'AMF, on est en débat, en discussion, assez vive d'ailleurs, avec notamment le MEDEF, sur la question de ce qu'ils appellent, eux, la fiscalité de production, c'est-à-dire tous les coûts fiscaux qui pèsent sur la production, dont, naturellement, la taxe foncière et la CFE, puisque ces deux taxes sont globalement assises sur la même assiette. La taxe foncière est payée par le propriétaire des locaux, la CFE par l'exploitant. Parfois c'est le même, mais pas toujours. Et donc nous sommes en débat là-dessus. Et bien sûr, nous, AMF, nous sommes, évidemment, nous défendons l'autonomie fiscale et donc les impôts locaux, mais nous sommes extrêmement attachés à la taxe foncière parce que c'est une rémunération justement de l'occupation de l'espace. Et que donc il faut que l'espace qui est occupé dans une ville eh bien, puisse donc donner lieu à une forme de, entre guillemets, de redevance d'occupation, que ce soit des logements ou n'importe quelle d'ailleurs activité. Vous voyez, donc moi ça ne m'inquiète pas spécialement que la CFE remonte à la métropole, en tout cas en tant que maire. Un dernier mot, un tout petit peu hors sujet, mais... Ça permettrait aussi d'harmoniser les taux, parce que les taux ne sont pas du tout harmonisés. Les taux de CFE ne sont pas du tout harmonisés sur l'ensemble de la métropole. Un mot, Sylvain Cougnier me pardonnera, c'est un peu hors sujet, mais vous êtes en discussion avec le gouvernement sur la taxe d'habitation. Ça va bien se passer, la suppression, là, ça y est, c'est dans cette loi de finances ? Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup à dire. Écoutez, pour l'instant, on attend la publication du projet de loi de finances, qui doit être donc adopté au Conseil des ministres vendredi en 8, puisque le Conseil des ministres a été décalé, et le Comité des finances locales se réunit le jeudi précédent, donc le 26. Donc nous attendons le mécanisme qui sera proposé. Si j'ai bien compris, c'est une esquisse du mécanisme, puisque le mécanisme définitif et précis sera fixé pour la loi de finances pour 2021. Ce que nous savons à l'heure actuelle, c'est que l'intention qui est affichée est l'intention de compenser donc entièrement sur la base de 2017, ce qui veut dire que les variations de taux de 2018 ne seraient pas prises en compte, sur la base de 2017, de compenser entièrement évidemment le montant, mais aussi la dynamique fiscale. Parce que ce qui est extrêmement préoccupant, c'est évidemment les communes dans lesquelles le foncier bâti du département est nettement inférieur à la taxe d'habitation, ce qui est le cas dans beaucoup de villes de la métropole. C'est le cas dans la quasi-totalité des villes des Hauts-de-Seine, sauf Puteaux, qui est favorisé par la réforme, ce qui est quand même un peu un comble. C'est le cas aussi dans un certain nombre de villes du Val-de-Marne, un peu moins, et également de Seine-Saint-Denis, mais moins. Parce que c'est lié à l'histoire, c'est-à-dire que le foncier bâti du Val-de-Marne est plus élevé que le foncier bâti des Hauts-de-Seine, donc le produit de foncier bâti des Hauts-de-Seine, finalement, est plus faible que celui qui existait dans d'autres départements. Enfin, ça, c'est l'histoire. Et donc, la difficulté, c'est que si la compensation n'est pas indexée, eh bien, beaucoup de villes vont perdre une dynamique fiscale de base sur cette partie-là qui n'est pas indexée. Ça, c'est le vrai sujet. Alors, le gouvernement dit on va vous garantir, par l'application d'un coefficient correcteur, enfin, je passe sur les détails, qui est évidemment intéressant, sauf qu'un coefficient correcteur, ça se modifie à chaque loi de finances. Et que donc, par conséquent, le tout, c'est quel est le degré de confiance qu'on peut faire à l'État. Je ne parle pas au gouvernement, je parle à l'État, parce que l'État, il est continu. Hein, et on sait très bien, on est instruit par l'expérience, tous les élus locaux sont instruits par l'expérience pour savoir qu'un engagement pris par l'État n'engage que celui qui le reçoit. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, quelqu'un des Hauts-de-Seine, je crois. Dominique Alba, vous allez nous, si vous voulez bien, nous redire quelques chiffres sur la réalité de ce qu'est aujourd'hui à Paris l'activité de production, ceux qui fabriquent des choses. Quelques chiffres pour qu'on sache de quoi l'on parle, si vous voulez bien. Ok.
On m'entend là, comme ça? Non, mais ça va, si ça marche là, comme ça. Comme ça, voilà. Ça va pas? Très bien, c'est parfait, merci. Alors, quelques chiffres, et puis peut-être aussi, on voit dans la table ronde précédente que cette notion de... Pardon, bah, écoute, je vais faire comme ça. Non, mais vas-y, reste là-bas. Non, t'es sûr? Ok, donc on va se passer le micro comme dans le monde d'avant. Alors, on produit beaucoup aujourd'hui en Ile-de-France et dans la métropole. Simplement, aujourd'hui, on s'intéresse à des éléments de production qui sont différents, puisque quelque part, là, dans ce qu'on entend et de ce qu'a dit Philippe Laurent, on voudrait de la production concrète, c'est-à-dire de la production manufacturée, agricole, etc. On avait, en 2017, avec l'IAU, nous avons produit un ouvrage qui s'appelait Terre d'innovation, qui justement faisait le point sur un tout petit peu ce qu'était la production en général de l'Île-de-France, de la métropole, des territoires, de Paris, pour aussi montrer un peu la continuité historique. Par exemple, on a produit des voitures dans Paris jusqu'en 1975, et aujourd'hui, on a encore en Île-de-France une capacité à accompagner la production mécanique extrêmement forte. Donc, on a des métiers de production. Si on essaie de resserrer la focale quand même sur la production en ville, donc un peu cet artisanat, je dirais, du XXIe siècle, si on prend les catégories INSEE qu'il va falloir sans doute améliorer pour intégrer ces nouveaux emplois, on a à peu près 160 000 emplois en Île-de-France qui sont reliés à ce thème-là, dont un tiers lié à la mode et au textile. Je dis bien au textile parce que le textile est un produit qui aujourd'hui se fait très facilement en ville et bénéficie d'innovations technologiques extrêmement importantes. Et si on regarde Paris, on en a 50 000 dans ces 60 000 et 30 000 qui sont mode et textile. Et donc ça s'installe dans des mètres carrés, parce que je ne vais pas passer l'heure et demie à raconter tout ça, mais je peux le faire si vous le souhaitez. Ça s'installe dans des mètres carrés. Si je prends la ville de Paris, c'est à peu près... on va dire 400 000 mètres carrés. Donc c'est très très peu par rapport à, alors je dis 50 000 emplois, on a 2 millions d'emplois dans Paris, on est plutôt à 16 millions de mètres carrés de bureaux, donc c'est 400 000 mètres carrés. Et la moitié de ces mètres carrés sont ce qu'on appelle des hôtels industriels, des hôtels d'activité, donc ils sont portés par la politique publique, en tout cas dans Paris et aussi dans les autres territoires, ça a été le même système, et le reste sont des ateliers. Donc on ne sait pas où c'est, ça peut être un monsieur tout seul dans un comble de la place Vendôme qui fait des bijoux. C'est un artisan et il fabrique en ville. Donc c'est important, je veux dire, d'avoir l'idée de tout ça. Donc ça, c'est une partie de la production. Si je prends l'autre extrême qui s'appelle manger. Aujourd'hui, Haute-Paris accompagne des agriculteurs sur une surface qui est l'équivalent de la surface de Paris, c'est-à-dire 10 000 hectares. Donc Haute-Paris, qui est une entreprise qui aide à fabriquer, qui fournit les Parisiens en eau potable, quelque part accompagne une production, certes pas dans Paris, mais elle ne pourrait pas être dans Paris, mais elle n'existerait peut-être pas s'il n'y avait pas Paris. Donc je pense que ces circuits-là sont aussi... là, c'est l'autre extrême, je dirais, c'est l'agriculture. Ce n'est pas un circuit immense, c'est 100 km, 200 km, donc on n'est pas non plus très très loin. Et il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, on était quand même en autonomie alimentaire. 95% des fruits et légumes que consommaient les Franciliens étaient produits en Île-de-France. Donc ce n'est pas il y a si longtemps. Et comme le dit souvent Fouad, l'Île-de-France, ce sont des forêts, ce sont des champs, c'est 80% de nature, de rural. Et que peut-être que si on n'avait pas soutenu de manière si intensive la question des céréales, la production de céréales, on aurait gardé une agriculture vivrière. Donc on est en fait au début d'un système qui, parce que tout d'un coup la société se dit que pour bien vivre ensemble et mieux vivre ensemble, elle a besoin de renouer avec une activité de production, de proximité et qui lui sert quotidiennement, c'est-à-dire pas quelque chose qui passe dans les fibres du web, mais plutôt dans les fibres de ses vêtements, ou quelque chose qui consiste à réparer son fer à repasser, ou à fabriquer ses meubles, ou à tout simplement manger. En fait, cette société-là, elle a besoin maintenant de renouer avec ce type de production, mais qui est de toute façon multiscalaire. Et pour en terminer, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé, et c'est des toutes petites choses par rapport aux conversations de la table ronde précédente, mais des rez-de-chaussée actifs. Mais un rez-de-chaussée actif, c'est tout simplement un endroit dans lequel on peut exercer une activité de production.
Un boulanger a une activité de production, mais on pourrait imaginer d'autres activités de production. Et ça, ce sont des choses que l'on sait mettre dans des bilans d'opération et qui facilitent la vie quotidienne des gens. Catherine Barbet a beaucoup parlé de la nécessité de savoir, dans des territoires denses constitués, de savoir installer des choses qui permettent du vivre ensemble. On pense que ces activités-là vont le permettre. Après, et pour terminer, et on y reviendra pendant la conversation, quand Philippe Laurent parle des taxes ou quand, Jacques, tu parles de l'argent, il y a un problème, c'est que la taxe du bureau, elle rapporte plus, ou en tout cas, ils ont une capacité à financer plus de taxes qu'un artisan, qui lui est dans une économie très différente. Donc là aussi, il va falloir savoir que ce qu'on veut faire, c'est que si la société veut accompagner ces mouvements-là, il va falloir les accompagner financièrement et sur le plan foncier. Voilà. Vous parliez de 400 000 mètres carrés. Vous savez à la pure si ça va plutôt en augmentant ou plutôt en se réduisant? Si je prends les Fab Labs, qui sont des choses, maintenant tout le monde parle Fab Lab. En fait, Fab Lab, c'est un atelier de production. Donc voilà, au XXe siècle, c'est un atelier de production. Au XXIe siècle, c'est un Fab Lab. Aujourd'hui, on a une 60aine de Fab Labs dans la métropole du Grand Paris. On en a au moins autant qui sont prévus en installation à court terme dans les projets connus. Voilà. Et je n'ai pas parlé là des questions agricoles, des pariculteurs, etc., ce qui sont d'autres sujets. Mais juste sur le Fab Lab, on a des propos. Et je pense qu'aujourd'hui, les collectivités ont vraiment ce souci de fabriquer ces mètres carrés. Les promoteurs commencent à travailler dans les bilans d'opération en mettant le rez-de-chaussée de côté pour se dire que dans ce bilan d'opération, en fin de compte, on fait la valeur sur tous les étages. Mais ce qui se passe au R+1, parce que le rez-de-chaussée actif, ce n'est pas un rez-de-chaussée à 2,50 m sous plafond, c'est un rez-de-chaussée à 4-5 mètres, où on peut faire plusieurs choses. Quand on sort ça du bilan d'opération, quand on facilite, on pourra multiplier. Et c'est toute l'histoire des rez-de-chaussée actifs, c'est ce qu'on veut faire dans les quartiers de gare, c'est les projets, il y a inventé la métropole, etc. Si on creuse, voilà. Un mot sur la filière bois, Dominique, si vous voulez bien, parce que c'est intéressant. Oui, là aujourd'hui, il y a Francil Bois qui s'installe en Ile-de-France, et une des difficultés de la filière bois, ou en tout cas un de ses enjeux, c'est de produire les bois nécessaires à la construction en bois. Donc aujourd'hui, promoteurs et animateurs de cette filière sont en train de se parler pour voir comment on peut éviter de faire du bois en faisant venir le bois de très très loin. Donc ça, c'est un sujet. Et alors là, ils ont une deuxième question qui est la formation. C'est qu'en parallèle, en fin de compte, cette filière, elle va à la fois assurer, je dirais, un lien entre la promotion et l'objet bois. Et l'objet bois étant un objet dont on connaît très très bien le système de production, au sens où ça se découpe dans une série et ça s'assemble avec des charpentiers, c'est comment on fait les formations pour assurer, je dirais, la continuité de la chaîne, un peu comme la mode a su le faire. La mode s'est totalement réinventée et aujourd'hui assure un circuit de formation absolument incroyable. Et on est très très loin de la mode des petites mains comme on la voit dans les films, je dirais, des années 1850-1900. Aujourd'hui, la mode a des outils numériques, des robots, des systèmes de tracés, enfin des choses absolument incroyables. Les gens sont formés à des outils. Ça va être la même chose pour la filière bois et c'est un de leurs grands sujets. Bon, ils en parleraient beaucoup mieux que moi. C'est Paul Jarquin qui est le président aujourd'hui de Francil Bois. Mais on a eu une discussion il n'y a pas très longtemps entre Marc Villan, président de la Fédération des promoteurs d'Île-de-France, et Paul, et on n'y est pas, quoi. Donc là, il y a vraiment un souci, et là, on parlait de qui fait quoi à quel niveau. Là, on est au niveau national, tout simplement. Très bien. Laetitia Dablan, vous êtes directrice de la recherche à l'IFSTAR, et vous allez nous parler de logistique, puisque malgré tout, on est encore dans une ville une ville de consommation à Paris, hein, plus que dans une ville de production. Et puis le e-commerce vient chambouler un peu les flux. Vous allez nous en parler. Oui, la logistique en fait est un petit peu à la frontière entre les activités de production et les activités de service. Alors, officiellement, c'est une activité de service, mais j'ai un collègue, Michel Savy, qui a toujours milité pour que ce soit considéré quand même comme pour que ça fasse partie un peu de la nouvelle façon de voir la production dont parlait Dominique. Mais il est certain que, et en particulier on le voit de façon très visible sur certaines friches industrielles, il est certain que la logistique en mètres carrés augmente fortement et notamment remplace spatialement sur certains secteurs de la métropolitain, remplace la production, la fabrication à l'ancienne, les usines. Ça, on le voit très concrètement sur des projets urbains. La logistique, par ailleurs, elle est aussi également poussée en dehors de la métropole.
Alors globalement, on a deux phénomènes assez intéressants. On a la métropolisation de tous les phénomènes immobiliers logistiques, avec une concentration sur les très grandes villes, dont on parlait plus tôt ce matin, des activités logistiques, ce qui est un peu paradoxal. Hein. C'est des activités qui ont besoin de foncier pas cher, et pourtant elles vont plutôt se mettre en Île-de-France, voire encore assez proche du cœur de l'Île-de-France, que dans le reste du pays. Et c'est exactement pareil à New York ou à Los Angeles. C'est-à-dire qu'on a une accélération de cet immobilier logistique plutôt dans les très grandes villes que dans les villes moyennes. Et ça, c'est mondial. On a une accélération du nombre d'entrepôts partout. Pour l'Île-de-France, maintenant, on en est à 1000 entrepôts à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur. Et ces entrepôts sont de plus en plus grands. Alors ça, c'est vraiment le phénomène majoritaire. Mais on a des phénomènes un petit peu plus, des signaux faibles, je dirais, d'activités logistiques qui reviennent un petit peu en ville, en milieu urbain dense. On a des nouveaux entrepôts urbains qui sont parfois mixtes. Donc on a de l'entrepôt, on a de la logistique, mais on a tout à fait d'autres choses. Et là, pour le coup, la métropole parisienne est très en avance sur ces nouveaux formats d'immobilier logistique. C'est un phénomène que les autres villes dans le monde viennent regarder avec beaucoup d'intérêt. On fait de la logistique en souterrain. Dans Paris, on fait de la logistique à étage et on la mélange avec d'autres activités. Donc on est en train d'inventer des nouveaux formats. C'est une niche immobilière, c'est une petite partie, mais elle augmente fortement. Il y a un nouveau marché immobilier pour la ville dense. Qui crée de l'emploi, vous me disiez, hein, des emplois peu qualifiés qui sont rares finalement dans les centres-villes. Ouais, moi je voulais aussi porter ce message-là, c'est-à-dire que la logistique, elle a une mauvaise image dans certains cas, et tout à fait justifiée. C'est pas évident de travailler dans un entrepôt. On a beaucoup de témoignages, ça a été très médiatisé récemment. On a aussi aujourd'hui les nouveaux emplois des coursiers auto-entrepreneurs. Ça, ce sont des créations d'emplois phénoménales. Hein, alors, il y a beaucoup de destruction de ces emplois parce qu'il y a un turnover très important. Mais moi, j'ai regardé les chiffres de l'INSEE. Il y a 2000 par mois, 2000 créations d'auto-entrepreneurs livreurs en France depuis 2 ans. Donc, c'est une des professions qui augmente le plus vite, hein, en quelque sorte. Il y a du mi-temps, mais il y a aussi beaucoup aujourd'hui de plein temps. Et moi, je voudrais en fait passer une sorte de message qu'il ne faut peut-être pas forcément avoir toujours peur de ces nouveaux emplois-là. Il faut les considérer comme une chance pour les métropoles, y compris les cœurs des métropoles. Parce que c'est une façon, si on joue bien dans le futur, parce que pour le moment on ne le fait pas bien, mais si on joue bien dans le futur, on peut retenir ces gens qui commencent à entrer dans ces métiers par le biais éventuellement donc, de ces métiers un peu ubérisés, mais les retenir et les faire entrer dans un circuit plus traditionnel des activités logistiques et de transport de marchandises qui aujourd'hui ont du mal à recruter et qui représente une grande base d'emploi aujourd'hui et potentiellement pour le futur. Mais il faut les former mieux et il faut améliorer les conditions de travail de ce secteur-là. Mais je pense qu'il y a vraiment une stratégie peut-être à développer. Alors la MGP a commencé à le faire. Hein. Elle s'est emparée du sujet logistique, l'institution Métropole du Grand Paris. Je trouve que c'est intéressant. Elle n'a évidemment pas les leviers ensuite pour la formation professionnelle, pour la réglementation, pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer les conditions environnementales de déroulement de ces activités-là. Évidemment, il faut faire mieux. Et là, il faut que tous les partenaires institutionnels et professionnels se mettent ensemble. Mais je pense qu'il y a un bon début là, de prise de conscience sur ces métiers. Ils existent. Potentiellement, ils sont de plus en plus importants et ils sont au cœur de nos villes d'une certaine façon de plus en plus. C'est du service, mais c'est également une sorte de nouvelle activité productive hein, pour la ville dense. Et vous me disiez, c'est stupéfiant, il y a quasiment autant de règlements de circulation qu'il y a de communes dans la métropole. Donc la métropole, avec son pacte métropolitain, a du pain sur la planche. Vous disiez carrément les sociétés de transport sont maltraitées par la réglementation. Je trouve que c'est très symbolique. Alors finalement, ça ne les gêne pas beaucoup. Ils continuent à nous servir. Hein. Vous vous rendez compte de l'efficacité du système quand même. On est tous, il n'y a aucune rupture d'approvisionnement dans les établissements, dans les commerces, dans les bureaux, et nous-mêmes, bon, on se plaint toujours, mais on est quand même toujours servis pour nos livraisons au domicile. Donc il y a une efficacité fabuleuse. Mais en revanche, ce qui est vraiment symptomatique, c'est que
ce secteur-là est extrêmement mal traité, oui, par la réglementation, qui est un patchwork. C'est quand même une activité réglementaire qui est peu coûteuse. On parle d'aider des secteurs industriels à se développer. Celui-ci, en termes de réglementation, c'est relativement facile. Il suffit de se mettre ensemble, faire des arrêtés conjoints pour envisager une définition, par exemple une définition d'un poids lourd qui soit la même au sein du système métropolitain. Et ben, on n'y arrive pas. On a une 50aine de définitions. Et ça va vraiment l'imagination là est au pouvoir des communes. C'est plutôt un empilement historique d'arrêtés. Ce n'est pas du tout une volonté d'embêter les livreurs. Mais je crois que c'est quand même symptomatique d'un certain oubli. Et en fait, c'est très facile à renverser. Cette visibilité, cette meilleure prise en compte de ce secteur-là, elle est relativement facile à faire. Des sites web un petit peu spécialisés pour ces transporteurs, une harmonisation des réglementations, je parlais d'un arrêté conjoint, des choses extrêmement simples. Et puis évidemment, tout un travail sur la zone, la ZFE, la zone à faible émission, parce que là, on est sur des circulations qui sont particulièrement polluantes, particulièrement anciennes. Et là, il faut un accompagnement. Alors là, il va peut-être coûter un peu plus cher que juste une harmonisation des réglementations, mais il faut un accompagnement de ce secteur-là pour qu'il roule propre, pour qu'il livre de façon beaucoup plus acceptable sur le plan environnemental. C'est un des gros sujets quand même. Et vous me disiez également que, en définitive, l'essor du e-commerce n'a pas du tout conduit à la réduction des flux automobiles privés. Les gens vont toujours faire les courses au supermarché, même s'ils achètent beaucoup sur Amazon et sur ce que vous voulez. Et que du coup, on assiste à un doublement des flux de circulation au cours des dernières années et pas du tout à une réduction. Alors, c'est difficile à calculer parce qu'on n'a pas les données. Moi, je vais vous donner. Alors, on n'a pas de très bonnes données, bizarrement. Alors, toutes les données numériques existent, bien sûr, mais on a du mal à les assembler. Alors, il faut qu'on fasse nos propres enquêtes qui coûtent très cher et on n'est pas à jour sur toutes les livraisons du e-commerce, bizarrement, parce qu'évidemment, toutes les données sont de plus en plus numérisées et elles existent. Mais je vais vous donner un chiffre de New York. Qui est facile à mémoriser, qui est impressionnant. Alors ça, c'est mes collègues de New York qui l'ont calculé. Donc à New York, il y a 1 million. New York, la ville, l'ensemble de la ville, les cinq grands quartiers. Il y a 1 million de livraisons aux établissements tous les jours. Bon, à Paris, c'est 400 000. Bon, vous voyez l'ordre de grandeur. Nous, à New York, c'est 1 million. Et ils se sont rendus compte que depuis une dizaine d'années, il y avait aujourd'hui 1 million de livraisons motorisées, donc professionnelles en quelque sorte, avec des véhicules utilitaires supplémentaires pour livrer les gens. Donc on arrive à 1 million supplémentaire. C'est le million supplémentaire par jour de mobilité dont on parlait pour préparer la table ronde. Sachant que les New-Yorkais, de toute façon, vont quand même se déplacer pratiquement comme avant. Il y a un léger tassement, mais il y a pratiquement la même mobilité, qu'elle soit à pied ou motorisée, qu'avant, pour aller se déplacer, pour faire des achats. Alors les achats, en valeur, ils ont un peu baissé, puisqu'on achète aussi beaucoup en ligne, mais en mobilité physique, ils n'ont pas baissé. Donc on arrive à 1 million additionnel. Ce n'est pas 1 million qui va remplacer une activité privée de déplacement. Alors on n'a pas, je vous disais qu'on n'avait pas vraiment les bons chiffres pour l'Île-de-France, donc je ne vais pas vous les donner, mais je pense qu'on est dans cet ordre de grandeur avec un peu moins, parce qu'on est un peu moins consommateurs de e-commerce, les Parisiens, que les New-Yorkais, mais on est dans des taux qui augmentent rapidement et qui s'en rapprochent. Donc je pense que toutes les grandes métropoles sont dans... Et je pense qu'on ne s'en est pas encore rendu compte de ce million supplémentaire. Et on l'a d'ailleurs aujourd'hui, grâce à la réduction du trafic automobile, on l'a plus ou moins absorbé. Mais jusqu'où on va pouvoir l'absorber? Sachant qu'également, le trafic des véhicules utilitaires en général, donc les service trips dont parlent mes collègues new-yorkais également, mais nous c'est pareil, on n'est pas encore très bon sur les statistiques, mais tout le déplacement professionnel, les déplacements des artisans, etc., eux aussi augmentent. Donc on a des activités vraiment de véhicules utilitaires légers qui augmentent fortement, le e-commerce, les services, l'artisanat, les réparations, la maintenance, etc. Merci infiniment. Et Jérôme Libeskind, vous êtes expert indépendant en gestion et développement de plateformes logistiques en France et à l'international. Et c'était intéressant puisque vous contestiez au moins partiellement tout ce que vient de dire Madame Dablan, ou presque, lorsqu'on a préparé
la table ronde. Donc, je ne sais pas si vous aurez le courage de redire ce que vous me disiez. Non, je plaisante. Mais vous commenciez par dire que oui, ça crée des emplois, mais ça crée des emplois à 2,50 € la course. Et ce n'est pas les emplois qu'on souhaite, par exemple. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, alors j'interviens à la fois sur les problématiques en effet de plateforme logistique, mais aussi beaucoup de logistique urbaine et de derniers kilomètres. Et il est vrai, alors moi je ne conteste pas du tout ce qu'a dit Laetitia Dablan, mais je pense d'ailleurs qu'il y a, on touche un cœur de sujet. Alors c'est pas peut-être le cœur du sujet de la table ronde, mais il est intéressant parce que c'est une tendance très forte qui est la fragmentation des flux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ville sans logistique. Il n'y a pas d'approvisionnement des commerces, des activités industrielles, puisque donc j'ai compris qu'il y en avait quand même de façon importante sur le territoire du Grand Paris. Il n'y a pas de ville sans logistique. Et cette logistique n'est pas unique. Ce sont des dizaines de filières différentes, de livraisons, de points de vente différents, d'activités différentes, de bureaux, d'habitants. Il y a des contraintes différentes en produits secs, en produits sous température dirigée, des produits volumineux, du colis. En effet, de plus en plus de colis. Et on voit effectivement autour de ces métiers apparaître de nouvelles activités. Alors moi, je mettrais un guillemet à emploi, en tout cas, dans ce que l'on crée aujourd'hui autour de l'ubérisation. Peut-être qu'on pourra, et je le souhaite, dans l'avenir, retirer ces guillemets, c'est-à-dire avoir du personnel qui est formé. Mais c'est vrai que quelque part, on a un turnover extrêmement rapide de ces livreurs à vélo ou pas, d'ailleurs de plus en plus à scooter, et donc ça sera de plus en plus à scooter aussi, avec tous les risques que ça représente qui sont liés à la fois au statut, mais aussi à la promesse client quelque part, qui est cette livraison instantanée. Qu'on va dire, on appelle maintenant livraison instantanée, c'est-à-dire en une demi-heure, en 1 heure, en 2 heures. Et quelque part, on a donc un impact sur finalement le moyen de livraison qu'on va avoir. Donc on remplace finalement des achats effectués par les particuliers par des livraisons avec des moyens, on va dire, rapides, et souvent des modèles économiques qui ne fonctionnent pas très bien, ce qui fait que les gens au bout ne sont pas toujours bien payés. Donc peut-être que cela, effectivement, ce modèle-là, on peut le faire évoluer. Mais pour revenir au thème, à la problématique quand même centrale qui est la production, moi je rappellerai quand même que finalement quand on parle de logistique, on a des flux qui sont déséquilibrés. La ville, c'est un espace de consommation, Laetitia l'a expliqué effectivement, c'est un espace de consommation, et ça a été d'ailleurs le cas c'était le cas dans l'histoire. Quand on regarde les flux au 19e siècle à Paris, ils étaient déséquilibrés également, peut-être un tout petit peu moins qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait des usines sur le territoire urbain que nous avons peut-être un peu moins, je vais dire, aujourd'hui, mais ils étaient très déséquilibrés. La ville, c'est d'abord un espace de consommation, c'est-à-dire qu'on livre des produits finis à des habitants qui les consomment, et puis la ville, qu'est-ce qu'elle produit ? Elle produit des déchets. Donc ce sont les flux principaux de production finalement de la ville. Même s'il y a d'autres flux, et tant mieux, qu'il y ait des Fab Labs et d'autres unités de fabrication, mais en volumétrie, de très très loin, la ville, le premier flux que produit une ville, ce sont des déchets. Et c'est peut-être autour de cela qu'on va retrouver de nouvelles activités productrices, autour finalement d'une gestion différente de ces déchets produits par la ville, et donc tout ce qu'on peut imaginer autour de l'économie circulaire, sur lequel on va recréer finalement des activités qui vont être proches de l'industrie, à mon avis. Donc notamment sur la réutilisation de produits, la réparation de produits, la gestion par exemple des invendus alimentaires, qui est quelque chose qui est extrêmement mal géré aujourd'hui, donc sur lequel on va retrouver finalement des activités qui vont être assez proches finalement de l'industrie. Donc, qui vont peut-être d'ailleurs changer les modèles de ce qui est mis en place en termes d'économie circulaire aujourd'hui. C'est un vrai sujet. Donc on crée des centres de valorisation des déchets, mais est-ce qu'on aura besoin de ces unités-là dans 10 ans? Est-ce que ça sera les mêmes? Donc peut-être que ça sera d'autres types d'unités, parce qu'on va aller vers des modèles finalement poussés par la réglementation, poussés par des logiques environnementales. On va aller certainement vers des logiques d'unités de réutilisation, de remise sur le circuit d'un certain nombre de contenants, par exemple, qui vont être différentes. Il y avait un autre point, je m'amusais tout à l'heure, mais avec lequel vous n'étiez pas forcément exactement sur la même ligne, c'était la création. Madame Dablan, on a de la chance, on a des tables rondes avec des dames, j'ai pourvu que ça dure, comme ça on ne va pas se faire agresser par des féministes. C'est toujours une bonne chose. Monsieur Kellner, vous êtes responsable de la conservation des monuments de la ville de Hambourg, et Dominique Alba me disait tout à l'heure que vous étiez la personne la plus intéressante au monde. Donc,
tout simplement. Et Jérôme Libeskind, vous êtes expert indépendant, vous êtes là. On se connaît par téléphone, tout autant qu'on connaît gestion et développement de plateformes logistiques en France et à l'international. Et c'est à vous, Monsieur Laurent, qu'il revient la charge d'introduire cette table ronde. Quelle solution pour produire au sein des métropoles? Quelle vision de la ville productive en 2019? Et puis aussi de la logistique, puisque ce sera les deux sujets principaux qui seront abordés. C'est à vous. Bien, on entend là, oui, il faut que je prenne ça ou pas? Oui, c'est mieux. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je me réjouis de cet événement qui marque en effet les 10 ans, non pas du forum, parce qu'il ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais du syndicat mixte Paris Métropole que nous avions créé après la conférence métropolitaine. Donc c'est pour nous, pour Daniel et puis pour beaucoup d'autres ici, quelques souvenirs. Mais ça ne nous rajeunit pas, mais bon, ça nous rappelle aussi de très bons souvenirs. Voilà, donc on ne savait pas très bien sur quoi tout ça aboutirait. On n'est pas forcément totalement satisfait de ce à quoi ça aboutit, mais enfin pour finir, on a quand même avancé. Alors sur le thème donc, que nous allons aborder maintenant, je remercie d'abord tous les intervenants et mon coprésident Daniel Guiraud qui conclura. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes des notes là, pendant la table. Ah bon. Moi, juste quelques petits ressentis un peu personnels. Moi, il se trouve que je suis élu, mais ça ne se dit pas, hein, donc vous le garderez pour vous. Je suis élu dans les Hauts-de-Seine depuis 42 ans. Et donc, c'est un département que je connais depuis au moins 42 ans, dans lequel je me suis beaucoup promené. Et j'ai le souvenir encore, il y a une quarantaine d'années encore, de lieux où il y avait notamment des usines qui tournaient plus ou moins, que ça commençait déjà à bien fermer. Aujourd'hui, et c'est d'ailleurs été peut-être une chance, peut-être, pour un certain nombre de ces villes, à Sceaux, ce n'était pas le cas, mais pour un certain nombre de ces villes, ça a été transformé en friche industrielle et ensuite réaménagé, en cours de réaménagement. Dans les Hauts-de-Seine, c'est bien avancé. Il y a d'autres départements dans lesquels c'est en cours. Et et comme j'ai une formation d'ingénieur, ça m'a toujours un peu gêné de voir donc toute cette activité de production peu à peu disparaître, ou en tout cas diminuer fortement. Et moi, j'y suis d'autant plus sensible qu'il se trouve que je connais aussi assez bien l'Allemagne, et que quand vous allez en Allemagne, quand vous êtes en ville en Allemagne, il y a encore des usines propres. Il y a encore des usines en plein centre-ville, dans même les grandes villes d'Allemagne. Ça existe encore. On a encore su garder donc, de la production industrielle au cœur de nos villes. Alors, il n'y a pas que l'industrie, il y a aussi l'agriculture. Je pense qu'on en parlera aussi. Il y a toute la question de la logistique, évidemment, qui est liée. Moi, je constate que d'autres pays ont su le faire dans des conditions qui me paraissent intéressantes, parce que les conditions de vie dans les villes allemandes ne sont pas désagréables. On le verra tout à l'heure peut-être sans doute avec Hambourg. Mais je trouve que nous avons là vraiment une réflexion extrêmement importante dont peu de gens finalement, à laquelle peu de gens s'intéressent. Donc merci d'avoir choisi ce thème qui paraît essentiel. Il y a encore un peu de production, notamment artisanale, de haut niveau, de luxe, etc. dans la métropole. Mais tout de même, c'est une véritable question, une véritable interrogation. Comment réintroduire de l'activité économique productive au sein de notre métropole? Voilà l'introduction que je voulais faire. Pardonnez ces propos un peu personnels. Un mot, Philippe Laurent, sur Monsieur Bourrier en a parlé. Certains ont dit que c'était le sujet clé, cette fameuse cotisation foncière des entreprises qui est censée remonter à la métropole. Certains disent, comment voulez-vous, votre président d'Interco m'a dit ça, comment voulez-vous que je convainque les maires d'accueillir une industrie potentiellement polluante, ne serait-ce que par les voitures qu'elle va véhiculer, si je dis aux maires parallèlement qu'ils n'en auront plus les retombées économiques? Vous partagez cette inquiétude? Non, d'abord, c'est pas faire confiance dans l'avenir de dire ça, parce qu'on peut toujours penser qu'on arrivera à travailler tous ensemble de manière encore plus positive qu'aujourd'hui. Et puis de toute façon, moi qui suis maire, comme Daniel d'ailleurs, et inclus dans un territoire, de toute façon la CFE, la commune ne l'aperçoit pas. On ne l'aperçoit déjà pas, la CFE, elle va au territoire. Ce que nous percevons en revanche, c'est la taxe foncière des activités économiques.
Et ça, la taxe foncière, c'est quelque chose d'important. Je suis d'ailleurs, en tant que secrétaire général de l'AMF et président de la commission des finances de l'AMF, on est en débat, en discussion, assez vive d'ailleurs, avec notamment le MEDEF, sur la question de ce qu'ils appellent, eux, la fiscalité de production, c'est-à-dire tous les coûts fiscaux qui pèsent sur la production, dont, naturellement, la taxe foncière et la CFE, puisque ces deux taxes sont globalement assises sur la même assiette. La taxe foncière est payée par le propriétaire des locaux, la CFE par l'exploitant. Parfois, c'est le même, mais pas toujours. Et donc, nous sommes en débat là-dessus. Et bien sûr, nous, AMF, nous sommes... évidemment, nous défendons l'autonomie fiscale et donc les impôts locaux, mais nous sommes extrêmement attachés à la taxe foncière parce que c'est une rémunération justement de l'occupation de l'espace. Et que donc il faut que l'espace qui est occupé dans une ville eh bien, puisse donc donner lieu à une forme de, entre guillemets, de redevance d'occupation, que ce soit des logements ou n'importe quelle d'ailleurs activité. Vous voyez, donc moi, ça ne m'inquiète pas spécialement que la CFE remonte à la métropole, en tout cas en tant que maire. Un dernier mot, un tout petit peu hors sujet, mais... Ça permettrait aussi d'harmoniser les taux, parce que les taux ne sont pas du tout harmonisés. Les taux de CFE ne sont pas du tout harmonisés sur l'ensemble de la métropole. Un mot, Sylvain Cognier me pardonnera, c'est un peu hors sujet, mais vous êtes en discussion avec le gouvernement sur la taxe d'habitation. Ça va bien se passer, la suppression, là, ça y est, c'est dans cette loi de finances? Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup à dire. Écoutez, pour l'instant, on attend la publication du projet de loi de finances, qui doit être donc adopté au Conseil des ministres vendredi en 8, puisque le Conseil des ministres a été décalé, et le comité des finances locales se réunit le jeudi précédent, donc le 26. Donc nous attendons le mécanisme qui sera proposé. Si j'ai bien compris, c'est une esquisse du mécanisme, puisque le mécanisme définitif et précis sera fixé pour la loi de finances pour 2021. Ce que nous savons à l'heure actuelle, c'est que l'intention qui est affichée est l'intention de compenser donc entièrement sur la base de 2017, ce qui veut dire que les variations de taux de 2018 ne seraient pas prises en compte, sur la base de 2017, de compenser entièrement évidemment le montant, mais aussi la dynamique fiscale. Parce que ce qui est extrêmement préoccupant, c'est évidemment les communes dans lesquelles le foncier bâti du département est nettement inférieur à la taxe d'habitation, ce qui est le cas dans beaucoup de villes de la métropole. C'est le cas dans la quasi-totalité des villes des Hauts-de-Seine, sauf Puteaux, qui est favorisé par la réforme, ce qui est quand même un peu un comble. C'est le cas aussi dans un certain nombre de villes du Val-de-Marne, un peu moins, et également de Seine-Saint-Denis, mais moins. Parce que c'est lié à l'histoire, c'est-à-dire que le foncier bâti du Val-de-Marne est plus élevé que le foncier bâti des Hauts-de-Seine, donc le produit de foncier bâti des Hauts-de-Seine, finalement, est plus faible que celui qui existait dans d'autres départements. Enfin, ça, c'est l'histoire. Et donc, la difficulté, c'est que si la compensation n'est pas indexée, eh bien, beaucoup de villes vont perdre une dynamique fiscale de base sur cette partie-là qui n'est pas indexée. Ça, c'est le vrai sujet. Alors, le gouvernement dit on va vous garantir, par l'application d'un coefficient correcteur, enfin, je passe sur les détails, qui est évidemment intéressant, sauf qu'un coefficient correcteur, ça se modifie à chaque loi de finances. Et que donc, par conséquent, le tout, c'est quel est le degré de confiance qu'on peut faire à l'État. Je ne parle pas au gouvernement, je parle à l'État, parce que l'État, il est continu. Hein, et on sait très bien, on est instruit par l'expérience, tous les élus locaux sont instruits par l'expérience pour savoir qu'un engagement pris par l'État n'engage que celui qui le reçoit. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, quelqu'un des Hauts-de-Seine, je crois. Dominique Alba, vous allez nous, si vous voulez bien, nous redire quelques chiffres sur la réalité de ce qu'est aujourd'hui à Paris l'activité de production, ceux qui fabriquent des choses. Quelques chiffres pour qu'on sache de quoi l'on parle, si vous voulez bien. Ok. On m'entend là, comme ça? Non, mais ça va, ça marche là, comme ça. Comme ça, voilà. Ça va, très bien, c'est parfait, merci. Alors, quelques chiffres, et puis peut-être aussi, on voit dans la table ronde précédente que cette notion de... Pardon, écoute, je vais faire comme ça. Non, mais vas-y, reste là-bas. Non, t'es sûr? Ok, donc on va se passer le micro comme dans le monde d'avant. Alors, on produit beaucoup aujourd'hui en Ile-de-France et dans la métropole. Simplement, aujourd'hui, on s'intéresse à des éléments de production qui sont différents, puisque quelque part, là, dans ce qu'on entend et de ce qu'a dit Philippe Laurent, on voudrait de la production concrète, c'est-à-dire de la production manufacturée, agricole, etc. On avait, en 2017, avec l'IAU, nous avons produit un ouvrage qui s'appelait Terre d'innovation,
qui justement faisait le point sur un tout petit peu ce qu'était la production en général de l'Île-de-France, de la métropole, des territoires, de Paris, pour aussi montrer un peu la continuité historique. Par exemple, on a produit des voitures dans Paris jusqu'en 1975. Et aujourd'hui, on a encore en Île-de-France une capacité à accompagner la production mécanique extrêmement forte. Donc, on a des métiers de production. Si on essaie de resserrer la focale quand même sur la production en ville, donc un peu cet artisanat, je dirais, du XXIe siècle, si on prend les catégories INSEE qu'il va falloir sans doute améliorer pour intégrer ces nouveaux emplois, on a à peu près 160 000 emplois en Île-de-France qui sont reliés à ce thème-là, dont un tiers lié à la mode et au textile. Je dis bien au textile parce que le textile est un produit qui aujourd'hui se fait très facilement en ville et bénéficie d'innovations technologiques extrêmement importantes. Et si on regarde Paris, on en a 50 000 dans ces 60 000 et 30 000 qui sont mode et textile. Et donc ça s'installe dans des mètres carrés, parce que je ne vais pas passer l'heure et demie à raconter tout ça, mais je peux le faire si vous le souhaitez. Ça s'installe dans des mètres carrés. Si je prends la ville de Paris, c'est à peu près, on va dire, 400 000 mètres carrés. Donc c'est très très peu par rapport à... Alors je dis 50 000 emplois, on a 2 millions d'emplois dans Paris, on est plutôt à 16 millions de mètres carrés de bureaux, donc c'est 400 000 mètres carrés. Et la moitié de ces mètres carrés sont ce qu'on appelle des hôtels industriels, des hôtels d'activité, donc ils sont portés par la politique publique, en tout cas dans Paris et aussi dans les autres territoires, ça a été le même système, et le reste sont des ateliers. Donc on ne sait pas où c'est, ça peut être un monsieur tout seul dans un comble de la place Vendôme qui fait des bijoux. C'est un artisan et il fabrique en ville. Donc c'est important, je dirais, d'avoir l'idée de tout ça. Donc ça, c'est une partie de la production. Si je prends l'autre extrême qui s'appelle manger. Aujourd'hui, Haute-Paris accompagne des agriculteurs sur une surface qui est l'équivalent de la surface de Paris, c'est-à-dire 10 000 hectares. Donc Haute-Paris, qui est une entreprise qui aide à fabriquer, qui fournit les Parisiens en eau potable, quelque part accompagne une production, certes pas dans Paris, mais elle ne pourrait pas être dans Paris, mais elle n'existerait peut-être pas s'il n'y avait pas Paris. Donc je pense que ces circuits-là sont aussi... là, c'est l'autre extrême, je dirais, c'est l'agriculture. Ce n'est pas un circuit immense, c'est 100 km, 200 km, donc on n'est pas non plus très très loin. Et il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, on était quand même en autonomie alimentaire. 95% des fruits et légumes que consommaient les Franciliens étaient produits en Île-de-France. Donc ce n'est pas il y a si longtemps. Et comme le dit souvent Fouad, l'Île-de-France, ce sont des forêts, ce sont des champs, c'est 80% de nature, de rural. Et que peut-être que si on n'avait pas soutenu de manière si intensive la question des céréales, la production de céréales, on aurait gardé une agriculture vivrière. Donc on est en fait au début d'un système qui, parce que tout d'un coup la société se dit que pour bien vivre ensemble et mieux vivre ensemble, elle a besoin de renouer avec une activité de production, de proximité, et qui lui sert quotidiennement, c'est-à-dire pas quelque chose qui passe dans les fibres du web, mais plutôt dans les fibres de ses vêtements, ou quelque chose qui consiste à réparer son fer à repasser, ou à fabriquer ses meubles, ou à tout simplement manger. En fait, cette société-là, elle a besoin maintenant de renouer avec ce type de production, mais qui est de toute façon multiscalaire. Et pour en terminer, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé, et c'est des toutes petites choses par rapport aux conversations de la table ronde précédente, mais des rez-de-chaussée actifs. Mais un rez-de-chaussée actif, c'est tout simplement un endroit dans lequel on peut exercer une activité de production. Un boulanger a une activité de production, mais on pourrait imaginer d'autres activités de production. Et ça, ce sont des choses que l'on sait mettre dans des bilans d'opération et qui facilitent la vie quotidienne des gens. Catherine Barbet a beaucoup parlé de la nécessité de savoir, dans des territoires denses constitués, de savoir installer des choses qui permettent de vivre ensemble. On pense que ces activités-là vont le permettre. Après, et pour terminer, et on y reviendra pendant la conversation, quand Philippe Laurent parle des taxes, ou quand Jacques, tu parles de l'argent, il y a un problème, c'est que la taxe du bureau, elle rapporte plus, ou en tout cas, ils ont une capacité à financer plus de taxes qu'un artisan, qui lui est dans une économie très différente. Donc là aussi, il va falloir savoir que ce qu'on veut faire, c'est que si la société veut accompagner ces mouvements-là, il va falloir les accompagner financièrement et sur le plan foncier. Voilà. Vous parliez de 400 000 mètres carrés.
Vous savez à la pure si ça va plutôt en augmentant ou plutôt en se réduisant? Si je prends les Fab Labs, qui sont des choses, maintenant tout le monde parle Fab Lab. En fait, Fab Lab, c'est un atelier de production. Donc voilà, au XXe siècle, c'est un atelier de production. Au XXIe siècle, c'est un Fab Lab. Aujourd'hui, on a une 60aine de Fab Labs dans la métropole du Grand Paris. On en a au moins autant qui sont prévus en installation à court terme dans les projets connus. Voilà. Et je n'ai pas parlé là des questions agricoles, des pariculteurs, etc., ce qui sont d'autres sujets. Mais juste sur le Fab Lab, on a des propos. Et je pense qu'aujourd'hui, les collectivités ont vraiment ce souci de fabriquer ces mètres carrés. Les promoteurs commencent à travailler dans les bilans d'opération en mettant le rez-de-chaussée de côté pour se dire que dans ce bilan d'opération, en fin de compte, on fait la valeur sur tous les étages. Mais ce qui se passe au R+1, parce que le rez-de-chaussée actif, ce n'est pas un rez-de-chaussée à 2,50 m sous plafond, c'est un rez-de-chaussée à 4-5 mètres, où on peut faire plusieurs choses. Quand on sort ça du bilan d'opération, quand on facilite, on pourra multiplier. Et c'est toute l'histoire des rez-de-chaussée actifs, c'est ce qu'on veut faire dans les quartiers de gare, c'est les projets, il y a inventé la métropole, etc. Si on creuse, voilà. Un mot sur la filière bois, Dominique, si vous voulez bien, parce que c'est intéressant. Oui, là aujourd'hui, il y a Francil Bois qui s'installe en Ile-de-France, et une des difficultés de la filière bois, ou en tout cas un de ses enjeux, c'est de produire les bois nécessaires à la construction en bois. Donc aujourd'hui, promoteurs et animateurs de cette filière sont en train de se parler pour voir comment on peut éviter de faire du bois en faisant venir le bois de très très loin. Donc ça, c'est un sujet. Et alors là, ils ont une deuxième question qui est la formation. C'est qu'en parallèle, en fin de compte, cette filière, elle va à la fois assurer, je dirais, un lien entre la promotion et l'objet bois. Et l'objet bois étant un objet dont on connaît très très bien le système de production, au sens où ça se découpe dans une série et ça s'assemble avec des charpentiers, c'est comment on fait les formations pour assurer, je dirais, la continuité de la chaîne, un peu comme la mode a su le faire. La mode s'est totalement réinventée et aujourd'hui assure un circuit de formation absolument incroyable. Et on est très très loin de la mode des petites mains comme on la voit dans les films, je dirais, des années 1850-1900. Aujourd'hui, la mode a des outils numériques, des robots, des systèmes de tracés, enfin des choses absolument incroyables. Les gens sont formés à des outils. Ça va être la même chose pour la filière bois et c'est un de leurs grands sujets. Bon, ils en parleraient beaucoup mieux que moi. C'est Paul Jarquin qui est le président aujourd'hui de Francil Bois. Mais on a eu une discussion il n'y a pas très longtemps entre Marc Villan, président de la Fédération des promoteurs d'Île-de-France, et Paul, et on n'y est pas, quoi. Donc là, il y a vraiment un souci, et là, on parlait de qui fait quoi à quel niveau. Là, on est au niveau national, tout simplement. Très bien. Laetitia Dablan, vous êtes directrice de la recherche à l'IFSTAR, et vous allez nous parler de logistique, puisque malgré tout, on est encore dans une ville une ville de consommation à Paris, hein, plus que dans une ville de production. Et puis le e-commerce vient chambouler un peu les flux. Vous allez nous en parler. Oui, la logistique en fait est un petit peu à la frontière entre les activités de production et les activités de service. Alors, officiellement, c'est une activité de service, mais j'ai un collègue, Michel Savy, qui a toujours milité pour que ce soit considéré quand même comme pour que ça fasse partie un peu de la nouvelle façon de voir la production dont parlait Dominique. Mais il est certain que, et en particulier on le voit de façon très visible sur certaines friches industrielles, il est certain que la logistique en mètres carrés augmente fortement et notamment remplace spatialement sur certains secteurs de la métropolitain, remplace la production, la fabrication à l'ancienne, les usines. Ça, on le voit très concrètement sur des projets urbains. La logistique, par ailleurs, elle est aussi également poussée en dehors de la métropole. Alors globalement, on a deux phénomènes assez intéressants. On a la métropolisation de tous les phénomènes immobiliers logistiques, avec une concentration sur les très grandes villes, dont on parlait plus tôt ce matin, des activités logistiques, ce qui est un peu paradoxal. C'est des activités qui ont besoin de foncier pas cher, et pourtant, elles vont plutôt se mettre en Île-de-France, voire encore assez proche du cœur de l'Île-de-France, que dans le reste du pays. Et c'est exactement pareil à New York ou à Los Angeles. C'est-à-dire qu'on a une accélération de cet immobilier logistique plutôt dans les très grandes villes que dans les villes moyennes. Et ça, c'est mondial. On a une accélération du nombre d'entrepôts partout. Pour l'Île-de-France, maintenant, on en est à 1000 entrepôts à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur. Et ces entrepôts sont de plus en plus grands. Alors ça, c'est vraiment le phénomène majoritaire. Mais on a des phénomènes un petit peu plus, des signaux faibles, je dirais,
d'activités logistiques reviennent un petit peu en ville, en milieu urbain dense. On a des nouveaux entrepôts urbains qui sont parfois mixtes. Donc on a de l'entrepôt, on a de la logistique, mais on a tout à fait d'autres choses. Et là, pour le coup, la métropole parisienne est très en avance sur ces nouveaux formats d'immobilier logistique. C'est un phénomène que les autres villes dans le monde viennent regarder avec beaucoup d'intérêt. On fait de la logistique en souterrain. Dans Paris, on fait de la logistique à étage et on la mélange avec d'autres activités. Donc on est en train d'inventer des nouveaux formats. C'est une niche immobilière, c'est une petite partie, mais elle augmente fortement. Il y a un nouveau marché immobilier pour la ville dense. Qui crée de l'emploi, vous me disiez, hein, des emplois peu qualifiés qui sont rares finalement dans les centres-villes. Ouais, moi je voulais aussi apporter ce message-là, c'est-à-dire que la logistique, elle a une mauvaise image dans certains cas, et tout à fait justifiée. C'est pas évident de travailler dans un entrepôt. On a beaucoup de témoignages. Ça a été très médiatisé récemment. On a aussi aujourd'hui les nouveaux emplois des coursiers auto-entrepreneurs. Ça, ce sont des créations d'emplois phénoménales. Hein. Alors, il y a beaucoup de destruction de ces emplois parce qu'il y a un turnover très important. Mais moi, j'ai regardé les chiffres de l'INSEE. Il y a 2000 par mois, 2000 créations d'auto-entrepreneurs livreurs en France depuis 2 ans. Donc c'est une des professions qui augmente le plus vite, hein, en quelque sorte. Il y a du mi-temps, mais il y a aussi beaucoup aujourd'hui de plein temps. Et moi, je voudrais en fait passer une sorte de message qu'il ne faut peut-être pas forcément avoir toujours peur de ces nouveaux emplois-là. Il faut les considérer comme une chance pour les métropoles, y compris les cœurs des métropoles. Parce que c'est une façon, si on joue bien dans le futur, parce que pour le moment on ne le fait pas bien, mais si on joue bien dans le futur, on peut retenir ces gens qui commencent à entrer dans ces métiers par le biais éventuellement donc, de ces métiers un peu ubérisés, mais les retenir et les faire entrer dans un circuit plus traditionnel des activités logistiques et de transport de marchandises qui aujourd'hui ont du mal à recruter et qui représente une grande base d'emploi aujourd'hui et potentiellement pour le futur. Mais il faut les former mieux et il faut améliorer les conditions de travail de ce secteur-là. Mais je pense qu'il y a vraiment une stratégie peut-être à développer. Alors la MGP a commencé à le faire, hein. Elle s'est emparée du sujet logistique, l'institution Métropole du Grand Paris, je trouve que c'est intéressant. Elle n'a évidemment pas les leviers ensuite pour la formation professionnelle, pour la réglementation, pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer les conditions environnementales de déroulement de ces activités-là. Évidemment, il faut faire mieux et là, il faut que tous les partenaires institutionnels et professionnels se mettent ensemble. Mais je pense qu'il y a un bon début là, de prise de conscience sur ces métiers. Ils existent. Potentiellement, ils sont de plus en plus importants et ils sont au cœur de nos villes d'une certaine façon de plus en plus. C'est du service, mais c'est également une sorte de nouvelle activité productive, hein, pour la ville dense. Et vous me disiez, c'est stupéfiant, il y a quasiment autant de règlements de circulation qu'il y a de communes dans la métropole. Donc la métropole, avec son pacte métropolitain, a du pain sur la planche. Vous disiez carrément les sociétés de transport sont maltraitées par la réglementation. Je trouve que c'est très symbolique. Alors finalement, ça ne les gêne pas beaucoup, ils continuent à nous servir. Hein. Vous vous rendez compte de l'efficacité du système quand même. On est tous, il n'y a aucune rupture d'approvisionnement dans les établissements, dans les commerces, dans les bureaux, et nous-mêmes, bon, on se plaint toujours, mais on est quand même toujours servi pour nos livraisons au domicile. Donc il y a une efficacité fabuleuse. Mais en revanche, ce qui est vraiment symptomatique, c'est que ce secteur-là est extrêmement mal traité, oui, par la réglementation, qui est un patchwork. C'est quand même une activité réglementaire qui est peu coûteuse. On parle d'aider des secteurs industriels à se développer. Celui-ci, en termes de réglementation, c'est relativement facile. Il suffit de se mettre ensemble, faire des arrêtés conjoints pour envisager une définition, par exemple une définition d'un poids lourd qui soit la même au sein du système métropolitain. Et ben, on n'y arrive pas. On a une 50aine de définitions. Et ça va vraiment l'imagination là, est au pouvoir des communes. C'est plutôt un empilement historique d'arrêtés. Ce n'est pas du tout une volonté d'embêter les livreurs. Mais je crois que c'est quand même symptomatique d'un certain oubli. Et en fait, c'est très facile à renverser. Cette visibilité, cette meilleure prise en compte de ce secteur-là,
elle est relativement facile à faire. Des sites web un petit peu spécialisés pour ces transporteurs, une harmonisation des réglementations, je parlais d'un arrêté conjoint, des choses extrêmement simples. Et puis évidemment, tout un travail sur la zone, la ZFE, la zone à faible émission, parce que là, on est sur des circulations qui sont particulièrement polluantes, particulièrement anciennes. Et là, il faut un accompagnement. Alors là, il va peut-être coûter un peu plus cher que juste une harmonisation des réglementations, mais il faut un accompagnement de ce secteur-là pour qu'il roule propre, pour qu'il livre de façon beaucoup plus acceptable sur le plan environnemental. C'est un des gros sujets quand même. Et vous me disiez également que, en définitive, l'essor du e-commerce n'a pas du tout conduit à la réduction des flux automobiles privés. Que les gens vont toujours faire les courses au supermarché, même s'ils achètent beaucoup sur Amazon et sur ce que vous voulez. Et que du coup, on assiste à un doublement des flux de circulation au cours des dernières années et pas du tout à une réduction. Alors, c'est difficile à calculer parce qu'on n'a pas les données. Moi, je vais vous donner. Alors, on n'a pas de très bonnes données, bizarrement. Alors, toutes les données numériques existent, bien sûr, mais on a du mal à les assembler. Alors, il faut qu'on fasse nos propres enquêtes qui coûtent très cher et on n'est pas à jour sur toutes les livraisons du e-commerce, bizarrement, parce qu'évidemment, toutes les données sont de plus en plus numérisées et elles existent. Mais je vais vous donner un chiffre de New York. Qui est facile à mémoriser, qui est impressionnant. Alors ça, c'est mes collègues de New York qui l'ont calculé. Donc à New York, il y a 1 million. New York, la ville, l'ensemble de la ville, les cinq grands quartiers. Il y a 1 million de livraisons aux établissements tous les jours. Bon, à Paris, c'est 400 000. Bon, vous voyez l'ordre de grandeur. Nous, à New York, c'est 1 million. Et ils se sont rendus compte que depuis une dizaine d'années, il y avait aujourd'hui 1 million de livraisons motorisées, donc professionnelles en quelque sorte, avec des véhicules utilitaires supplémentaires pour livrer les gens. Donc on arrive à 1 million supplémentaire. C'est le million supplémentaire par jour de mobilité dont on parlait pour préparer la table ronde. Sachant que les New-Yorkais, de toute façon, vont quand même se déplacer pratiquement comme avant. Il y a un léger tassement, mais il y a pratiquement la même mobilité, qu'elle soit à pied ou motorisée, qu'avant, pour aller se déplacer, pour faire des achats. Alors les achats, en valeur, ils ont un peu baissé, puisqu'on achète aussi beaucoup en ligne, mais en mobilité physique, ils n'ont pas baissé. Donc on arrive à 1 million additionnel. Ce n'est pas 1 million qui va remplacer une activité privée de déplacement. Alors on n'a pas, je vous disais qu'on n'avait pas vraiment les bons chiffres pour l'Île-de-France, donc je ne vais pas vous les donner, mais je pense qu'on est dans cet ordre de grandeur avec un peu moins, parce qu'on est un peu moins consommateurs de e-commerce, les Parisiens, que les New-Yorkais, mais on est dans des taux qui augmentent rapidement et qui s'en rapprochent. Donc je pense que toutes les grandes métropoles sont dans... Et je pense qu'on ne s'en est pas encore rendu compte de ce million supplémentaire. Et on l'a d'ailleurs aujourd'hui, grâce à la réduction du trafic automobile, on l'a plus ou moins absorbé. Mais jusqu'où on va pouvoir l'absorber? Sachant qu'également, le trafic des véhicules utilitaires en général, donc les service trips dont parlent mes collègues new-yorkais également, mais nous c'est pareil, on n'est pas encore très bon sur les statistiques, mais tout le déplacement professionnel, les déplacements des artisans, etc., eux aussi augmentent. Donc on a des activités vraiment de véhicules utilitaires légers qui augmentent fortement, le e-commerce, les services, l'artisanat, les réparations, la maintenance, etc. Merci infiniment. Et Jérôme Libeskind, vous êtes expert indépendant en gestion et développement de plateformes logistiques en France et à l'international. Et c'était intéressant puisque vous contestiez au moins partiellement tout ce que vient de dire Madame Dablan, ou presque, lorsqu'on a préparé la table ronde. Donc, je ne sais pas si vous aurez le courage de redire ce que vous me disiez. Non, je plaisante. Mais vous commenciez par dire que oui, ça crée des emplois, mais ça crée des emplois à 2,50 € la course, et ce n'est pas les emplois qu'on souhaite, par exemple. Oui, bonjour à tous et à tous. Donc, en effet, alors j'interviens à la fois sur les problématiques en effet de plateforme logistique, mais aussi beaucoup de logistique urbaine et de derniers kilomètres. Et il est vrai, alors moi je ne conteste pas du tout ce qu'a dit Laetitia Dablan, mais je pense d'ailleurs qu'on touche un cœur de sujet. Alors c'est pas peut-être le cœur du sujet de la table ronde, mais il est intéressant parce que c'est une tendance très forte qui est la fragmentation des flux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ville sans logistique. Il n'y a pas d'approvisionnement des commerces, des activités industrielles, puisque donc j'ai compris qu'il y en avait quand même de façon importante sur le territoire du Grand Paris. Il n'y a pas de ville sans logistique. Et cette logistique n'est pas unique, que ce sont des dizaines de filières différentes, de livraisons de points de vente différents, d'activités différentes, de bureaux, d'habitants,
il y a des contraintes différentes en produits secs, en produits sous température dirigée, des produits volumineux, du colis, en effet de plus en plus de colis. Et on voit effectivement autour de ces métiers eh bien, apparaître de nouvelles activités. Alors moi je mettrais un guillemet à emploi, en tout cas, dans ce que l'on crée aujourd'hui autour de l'ubérisation. Peut-être qu'on pourra, et je le souhaite, dans l'avenir, retirer ces guillemets, c'est-à-dire avoir du personnel qui est formé, mais c'est vrai que quelque part on a un turnover extrêmement rapide de ces livreurs à vélo ou pas, d'ailleurs de plus en plus à scooter, hein, et donc ça sera de plus en plus à scooter aussi, avec tous les risques que ça représente qui sont liés à la fois au statut, mais aussi à la promesse client, quelque part, qui est cette livraison instantanée. Hein, qu'on va dire, on appelle maintenant livraison instantanée, c'est-à-dire en une demi-heure, en 1 heure, en 2 heures. Et quelque part, on a donc un impact sur finalement le moyen de livraison qu'on va avoir. Et donc on remplace finalement des achats effectués par les particuliers par des livraisons avec des moyens, on va dire, rapides, et souvent des modèles économiques qui ne fonctionnent pas très bien, ce qui fait que les gens au bout ne sont pas toujours bien payés. Donc peut-être que cela, effectivement, ce modèle-là, on peut le faire évoluer. Mais pour revenir au thème, à la problématique quand même centrale qui est la production, moi je rappellerai quand même que finalement quand on parle de logistique, on a des flux qui sont déséquilibrés. La ville, c'est un espace de consommation, Laetitia l'a expliqué effectivement, c'est un espace de consommation et ça a été d'ailleurs le cas c'était le cas dans l'histoire. Hein. Quand on regarde les flux au 19e siècle à Paris, ils étaient déséquilibrés également. Peut-être un tout petit peu moins qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait des usines sur le territoire urbain que nous avons peut-être un peu moins, je vais dire, aujourd'hui, mais ils étaient très déséquilibrés. La ville, c'est d'abord un espace de consommation, c'est-à-dire qu'on livre des produits finis à des habitants qui les consomment, et puis la ville, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit des déchets. Donc ce sont les flux principaux de production finalement de la ville. Et même s'il y a d'autres flux, et tant mieux, hein, donc, et qu'il y ait des Fab Labs et d'autres unités de fabrication, mais en volumétrie, de très très loin, la ville, le premier flux que produit une ville, ce sont des déchets. Hein. Et c'est peut-être autour de cela qu'on va retrouver de nouvelles activités productrices, autour finalement d'une gestion différente de ces déchets produits par la ville, et donc tout ce qu'on peut imaginer autour de l'économie circulaire, sur lequel on va recréer finalement des activités qui vont être proches de l'industrie, à mon avis. Donc notamment sur la réutilisation de produits, la réparation de produits, la gestion par exemple des invendus alimentaires, qui est quelque chose qui est extrêmement mal géré aujourd'hui, donc sur lequel on va retrouver finalement des activités qui vont être assez proches finalement de l'industrie. Donc, qui vont peut-être d'ailleurs changer les modèles de ce qui est mis en place en termes d'économie circulaire aujourd'hui. C'est un vrai sujet. Hein. Donc on crée des centres de valorisation des déchets, mais est-ce qu'on aura besoin de ces unités-là dans 10 ans? Est-ce que ça sera les mêmes? Donc peut-être que ça sera d'autres types d'unités parce qu'on va aller vers des modèles finalement poussés par la réglementation, poussés par des logiques environnementales. On va aller certainement vers des logiques d'unités de réutilisation, de remise sur le circuit d'un certain nombre de contenants, par exemple, qui vont être différentes. Il y avait un autre point, je m'amusais tout à l'heure, mais avec lequel vous n'étiez pas forcément exactement sur la même ligne, c'était la création d'entrepôts logistiques. Vous me disiez, peut-être que vous ne parliez pas exactement de la même chose, mais vous disiez, on en détruit plus d'entrepôts logistiques en zone dense qu'on en crée. Alors oui, donc c'est vrai que quand on parle d'unités logistiques, donc on citait les 1000 entrepôts qui en Ile-de-France, je crois que c'est 17 millions de mètres carrés, mais je ne sais pas, la Pure pourra me le confirmer, mais c'est des chiffres de cet ordre-là, donc c'est tout à fait considérable. Ils sont essentiellement en seconde périphérie de l'Île-de-France, bien entendu, là où il y a encore des possibilités constructives, donc notamment en Seine-et-Marne ou ailleurs en Essonne, enfin dans la seconde couronne de l'Île-de-France, et on voit que quelque part, si l'on souhaite mettre en œuvre des solutions qui sont plus propres de livraison des centres-villes, et ce sont tous les travaux de logistique urbaine, c'est de voir comment on peut mettre en place des solutions qui permettent de réduire le nombre de camions qu'on a, alors qu'on voit que la tendance de la consommation, c'est d'avoir une augmentation du fait de l'e-commerce et de la fragmentation des flux. Mais si on veut optimiser cela, eh bien, il nous faut des espaces logistiques dans la zone dense urbaine. Ce n'est pas seulement Paris intramuros, c'est vraiment la zone du Grand Paris. C'est cette zone dense urbaine finalement, c'est le périmètre finalement de la MGP. C'est
peu de choses près. Il nous faut effectivement retrouver ou conserver et retrouver des surfaces logistiques qui vont permettre de passer finalement de moyens massifiés de livraison qui peuvent être des semi-remorques ou d'autres modes, on l'espère du fluvial ou du ferroviaire, mais on voit que dans la pratique, ce sont quand même essentiellement des semi-remorques. Il va falloir qu'on passe de ce type de moyens massifiés à des moyens propres de livraison du centre-ville, et qu'on réorganise les flux pour avoir moins de véhicules au bout. Donc, si on veut avoir des vélos cargo, des petits véhicules électriques, il nous faut des espaces. Et on voit dans la pratique que certes, on crée de nouveaux espaces, on va les chercher dans les sous-sols parisiens, très bien, mais on en détruit aussi. Et on continue à en détruire et on continue effectivement à se dire il y a un certain nombre d'espaces qui peuvent être peut-être mieux valorisés pour d'autres opérations immobilières et c'est peut-être dommage quelque part parce qu'on a besoin nous de ces espaces pour réorganiser les flux sur le territoire de la métropole. Alors on dit souvent que le périmètre de la métropole actuelle est son talon d'Achille. Vous dites pour ce qui est de la logistique, c'est un bon périmètre. Écoutez, la métropole du Grand Paris, c'est une excellente nouvelle, parce que c'est le bon périmètre logistique, en logistique urbaine. Bien évidemment, on ne va pas mettre les solutions de logistique urbaine qu'on va mettre en place, bien sûr, vont concerner Paris intramuros, donc c'est une évidence, mais la zone dense urbaine, elle ne s'arrête pas au périphérique, bien entendu, on le sait tous. Donc le bon périmètre, c'est les 7 millions d'habitants, ou 7,2 de la métropole. D'ailleurs, effectivement, donc les sujets de logistique urbaine sont maintenant, pour une bonne partie d'entre eux, pris en compte dans le cadre du pacte pour une logistique métropolitaine. Donc à l'échelle de la métropole, c'est bien le bon périmètre pour mettre en œuvre des solutions. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Andreas Kellner, vous avez été à l'origine, je crois, où vous avez beaucoup orchestré le LIBA de Hambourg, qui est souvent cité comme une expérience tout à fait édifiante. Et désormais, vous vous occupez depuis 2013 du patrimoine de la ville, du patrimoine bâti, notamment, vous me le disiez, en tentant de voir comment on peut conjuguer sauvegarde du patrimoine et réintroduction d'activités productives. Bon, je vais revenir sur le patrimoine plus tard, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, un mot sur mon expérience professionnelle. Et en fait, avant que j'étais nommé directeur de la conservation des monuments, j'avais une pratique de 25 ans comme urbaniste à Hambourg. Et là, j'ai pu vivre et même faire tous les fautes que tout le monde a fait pendant les décennies du passé, qu'on voit maintenant rétrospectivement plutôt critique. Mais c'est comme le disait déjà le fameux Albert Einstein. Au moins on dit que ce mot vient de lui. Faire des plans, ça remplace l'erreur, l'hasard par l'erreur. Mais avec la petite différence, la citation continue, qu'on peut apprendre des erreurs. Voilà, et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. Et ça ne manque pas de tragédie et même d'ironie quand on regarde le passé de l'urbanisme. Par exemple, Hambourg a été honoré il y a 4 ans pour la séparation des fonctions urbaines par l'enregistration d'un ensemble de bureaux, d'immeubles de bureaux des années 20 du siècle passé dans le patrimoine mondial. C'était le premier Central Business District au continent et donc on a enregistré ça comme une preuve pionnier d'urbanisme. Aujourd'hui, on verra ça peut-être plutôt critique. Venant de Hambourg, je suis très conscient du rôle du conteneur comme correspondant au microchip. Le microchip a accéléré de manière extrême l'échange des dates, le conteneur l'échange des biens. Et une ville portuaire connaît cela très bien. Nous, comme urbanistes, dans les années 80, on était heureux que ce changement des fonctions portuaires a vu le jour parce que ça nous a donné des espaces supplémentaires le long du waterfront pour y établir des développements urbains, tout en oubliant
qu'il y avait des boulots sur ces places avant qui, dans les nouveaux centres, les nouveaux terminaux pour les conteneurs, ont disparu et ont été remplacés par des processus automatiques. Ça a continué dans les années 90 avec l'industrie urbaine qui a quitté la ville et a laissé les urbanistes heureux pour les friches qu'ils ont laissées derrière eux et qui ont été transformées dans des quartiers, bien sûr, mais des quartiers de logement, de culture, de créativité. On a toujours pas essayer de réimplanter la production. Il y avait du travail, mais il n'y avait pas de production dans la ville non plus, dans ces endroits. Et donc, c'était pour la première fois au Mont Amour que je pense l'IBA a essayé de réintroduire la production dans un quartier donné qui était sujet de l'IBA. Parmi beaucoup d'autres défis et beaucoup d'autres approches, on a vraiment essayé de créer une économie locale, une production locale sous une perspective, si vous voulez, d'augmenter l'autonomie d'un quartier et d'avoir sur place non seulement les logements nécessaires, les établissements de formation, mais aussi une production locale, une production 2.0, parce que personne ne veut le retour des cheminées fumantes. C'est peut-être à ce point où j'ai vu personnellement qu'il y a aussi un rôle pour le tissu existant dans la ville dans ce contexte. Il faut savoir qu'en Allemagne, la conservation des monuments est très différente de celle en France. J'ai entendu qu'en France, il n'y a que quelques 40 000 objets listés. C'est les châteaux, c'est les villas, c'est plutôt cette sorte d'immeubles. Chez nous, seulement à Hambourg, il y a quelques 12 000 objets listés. Donc, on a plutôt un rôle de garder le tissu existant, y compris des immeubles ordinaires, mais qui racontent un peu l'histoire du passé et qui peuvent être réanimés, gardés et réanimés au lieu d'être détruits. C'est un peu mon rôle maintenant. Donc, toujours, si vous voulez, un urbaniste avec un nouveau instrument d'agir. Alors parlez-nous de cette activité. Vous avez même fait une loi, parce que vous êtes une ville-État, n'est-ce pas? Une loi qui permet d'assouplir, parce que quand on applique toutes les contraintes d'urbanisme et qu'on multiplie les contraintes dans des bâtiments patrimoniaux pour faire de l'industrie, on n'arrive à rien, n'est-ce pas? Et vous êtes parvenu à assouplir les règles de hauteur, les règles et à faciliter la coexistence, par exemple. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup dans le Grand Paris, entre activités productrices et habitation. Oui, c'est vrai. Il faut, pour réétablir la production moderne, la production qui est compatible avec les logements, non seulement les endroits, les immeubles, soit les immeubles historiques ou les immeubles nouvellement créés, mais il faut aussi les conditions juridiques pour faire envahir la production dans les quartiers de logement nouvellement. Et là, c'était dans le contexte de l'IBA qu'on a vu qu'il faut moderniser la loi d'urbanisme nationale sur ce point qui, jusqu'à présent, a permis de mélanger les fonctions à la mesure qu'il est voulu. Donc, c'était une initiative législative de la ville de Hambourg, qui est ville-État, qui a le droit d'intervenir au niveau national, de changer ça. Et depuis 2017, il y a un nouveau règlement qui permet de mélanger plus qu'avant les fonctions de créer des immeubles de production plus denses. On peut les organiser en piles. Aussi de créer des rez-de-chaussée actifs où il s'agit non seulement de l'auteur, mais aussi de la profondeur des zones, etc. Et ça peut faciliter
le réétablissement de la production dans la ville, mais seulement faciliter. Il faut toujours les privés, les startups, le secteur actif hors de l'administration pour réaliser dans ces conditions plus favorables qu'avant. Il faut aussi le soutien de la puissance publique, le soutien financier. Puisque... Là, c'est question de gouvernance, c'est aussi question de changement de politique de subvention. Toujours, même à Hambourg, on subventionne les grandes entreprises au lieu de s'occuper plutôt, on le fait, mais pas assez, à mon avis, qui représente le futur. Et vous ne nous parlez pas de Leipzig. Je viens de voir des exemples vraiment impressionnants à Leipzig où des grandes usines du 19e ont été transformées dans des centres de logement, de production, de culture, etc. Je vous recommande de voir ça. Ça n'existe même pas à Hambourg et c'est vraiment impressionnant de voir ça tout près du centre de la ville. Très bien, merci infiniment. Avant que je propose à Daniel Guiraud de faire une synthèse détaillée de l'ensemble de ce qui s'est dit, est-ce qu'il y a des interventions dans la salle, des demandes, des questions, des remarques? Et bien sinon, il y en a ici. Monsieur Laurent. Oui. Non, simplement une ou deux remarques par rapport... sur Hambourg, vous me corrigerez si je me trompe, mais... Je crois que la ville, alors c'est une ville-État, ce qui n'est pas du tout la même chose que chez nous, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de prendre des mesures législatives eux-mêmes. Et d'ailleurs, la ministre, j'ai eu l'occasion de la rencontrer il n'y a pas très longtemps, la ministre de l'urbanisme de l'État d'Hambourg, c'est l'adjointe à l'urbanisme de la ville, quoi. Enfin, c'est la même, quoi. C'est la même personne, ce qui facilite les choses quand même. Mais si j'ai bien bonne mémoire, donc la ville-État est propriétaire foncier très important. C'est-à-dire que vous maîtrisez le foncier en grande partie, notamment du port, quand il y a eu tout le raménagement du port, enfin avec le grand, la Philharmonie, là, enfin bon, bref, que tout le monde connaît. Donc, je crois que vous avez cette maîtrise. Et c'est très important parce que tout à l'heure, quand Dominique Alba parlait des rez-de-chaussée qui seraient intéressants de conserver pour des activités de production, etc. Et, en fait, ça veut dire qu'il faut une certaine maîtrise des choses. Ça veut dire qu'il faut une maîtrise. Et même les PLU, ça ne suffit pas forcément. La seule façon pour maîtriser ces rez-de-chaussée, ensuite, une fois qu'ils sont aménagés, c'est que la puissance publique en soit propriétaire, pas des fonds de commerce, propriétaire des murs. C'est la seule façon de maîtriser. Moi, on a étudié la question sur les centres-villes, il n'y a pas vraiment d'autre solution. Et pour ça, c'est un changement complet de paradigme dans notre pays. Maîtriser le foncier, maîtriser les rez-de-chaussée, c'est de la puissance publique. Et si on veut, moi je le dis, si on veut du rez-de-chaussée pas cher pour pouvoir accueillir des activités de production, des activités artisanales, il n'y a pas quand même beaucoup de secrets. Il faut pouvoir construire juste un peu plus haut. Et ça, en tant que maire, cher Daniel, bon courage. Bon courage, parce qu'on vous dit, on veut maintenir de la surface en pleine terre, on veut maintenir de la nature en ville, on veut faire des jardins, des trucs, même de la production maraîchère en pleine ville, mais on veut quand même continuer d'étaler parce qu'on ne veut pas supérieur à 3-4 étages. Je veux dire, à un moment donné, ce n'est pas possible, quoi. C'est mathématiquement impossible, ou alors la population diminue fortement. Et quand la population diminue fortement et quand vous étalez, vous n'avez plus les centralités urbaines avec toute la proximité. Et vous ne pouvez plus aller à l'école à pied, aller au commerce à pied, etc. Enfin, vous voyez, donc nous avons en France, mais dans les autres pays aussi, mais en France en particulier, des réactions totalement contradictoires. On ne réfléchit pas évidemment, on s'incline en réalité devant des peurs et des craintes qui sont, qui sont immédiates. Alors, je ne vous dis pas, dans la période qui s'ouvre, je ne vous dis pas les débats, quoi. Un maire qui va les proposer de construire plus haut, ça ne va pas être terrible. Dominique, vous vouliez réagir peut-être sur ces règles de PLU ou autres? Sur 2-3 points. Je ne sais pas trop dans quel ordre. On a cette boîte à outils PLU qui a été mise en place pour produire du mètre carré. Elle est organisée pour ça, des mètres carrés affectés. Enfin, les PLU sont fabriqués pour protéger les formes des villes ou fabriquer des formes urbaines. On a cette difficulté aujourd'hui, c'est que ça ne correspond plus aux besoins. Donc il va bien falloir à un moment
que, je ne sais pas, la dernière loi importante en matière d'urbanisme, elle date des années 2000. On la doit entre autres à Catherine Barbet, la loi SRU, avec aussi des aspects environnementaux et de concertation. C'était il y a 20 ans. Donc on peut peut-être commencer à réfléchir autrement. On a une deuxième chose, c'est qu'on a produit énormément de mètres carrés. Comme disait la représentante de New York, on a cette difficulté, c'est qu'il faut savoir ce qu'on fait, matière ou usage. Dans la métropole du Grand Paris, on a 360 000 logements, c'est-à-dire à peu près entre 8 et 10% du parc, qui sont sous-occupés, voire inoccupés, pour des raisons diverses et variées. Il n'y a pas d'esprit critique, c'est juste un constat. Dans Paris, on est arrivé aujourd'hui à un taux de vacances ou d'inoccupation ou de sous-occupation qui approche les 15%. 1% du parc parisien, c'est 13 000 logements. Le solde net de production de logements à Paris, c'est-à-dire l'augmentation du parc, c'est 2 000 logements par an. C'est ce qui est validé par le SDRIF. Ce qui veut dire qu'en un mandat, si vous avez 1% de vacances qui augmente, vous perdez la mise à disposition pour les habitants de ces mètres carrés. On a aujourd'hui plus de mètres carrés de bureaux, enfin plutôt l'augmentation des mètres carrés de bureaux est supérieure à l'augmentation des emplois de bureaux. Donc il y a des WeWork, certes, mais c'est des toutes petites choses. Donc on a un vrai sujet d'utilisation simplement de ce qu'on a produit. Donc de fait, on est moins propriétaire en France, les collectivités sont moins propriétaires du patrimoine que dans d'autres villes. On parle de Vienne aujourd'hui toute la journée, mais Vienne est propriétaire des logements. Ce n'est pas qu'elle a un parc social important, il est même moins important que celui qui existe dans la métropole du Grand Paris. Par contre, elle est propriétaire de 60% des logements. Donc ça régule. Ce n'est pas ce qui a été fait en France, et c'est une question. Mais de fait, il faut bien avancer en marchant. Donc là, on s'est éloigné un peu de la notion de production telle qu'on avait choisi avec Jacques de le démarrer, parce que vous avez parlé des flux logistiques et de tout ce type de choses. Avec Andreas, on parle du stock de mètres carrés. Oui, c'est comme ça. Mais je voudrais revenir sur quelque chose de la ville qui produit. La ville produit du déchet en très grande quantité. Vous avez parlé des déchets alimentaires, on a d'autres déchets, on a tous les déchets de bureau qu'on pourrait gérer d'une façon plus intelligente, et on va y arriver, je suis d'accord, ça va générer des industries tout à fait nouvelles qu'on ne connaît pas. Mais je pense au BTP, qui lui reste malgré tout un système très artisanal, et pour de longues années, parce que c'est aussi un modèle, je dirais, économique, beaucoup de PME, etc., etc. Et là, on a besoin de foncier, cher Philippe. Donc non seulement on veut de l'agriculture, des jardins et tout ça, et pas monter, mais on veut aussi des espaces dans lesquels on va pouvoir démonter proprement les matières du BTP pour ensuite faire du réemploi. Donc là, il va falloir inventer le foncier circulaire. Ce n'est pas l'économie circulaire. Et dans un PLU, vous ne pouvez pas faire du foncier circulaire. Donc moi, je vais dire que les maires là, qui aujourd'hui vont préparer leur prochain mandat, dont beaucoup d'entre eux sont impactés par exemple par les quartiers de gare du Grand Paris, qui va occuper tout leur mandat, puisque les gares qui sont livrées en 2025 et les quartiers qui vont avec, c'est un mandat, 2020-2026. Ça va être. Donc là, il y a un sujet. Est-ce qu'on fait une exception culturelle? Est-ce qu'on demande des périmètres pour pouvoir inventer? Est-ce qu'on fait des... Je ne sais pas comment l'État va aider à cette mutation que les élus aujourd'hui, je dirais, appellent de leur vœu et dont ils parlent avec leurs concitoyens. Parce qu'autrement, ça ne marchera pas. Ce sera des vœux pieux ou ça restera dans des circonstances particulières, on va dire. Mais sur le foncier et le BTP, Pleine Commune essaie de le faire, Est Ensemble essaie de le faire. Et un des héritages des JO de Londres, c'est des grandes plateformes de consolidation du BTP. Ils en ont 12. Nous, aujourd'hui, on en a 1,5 en zone dense et 4 si on prend le territoire francilien. Y a-t-il des gens qui veulent s'exprimer dans la salle avant? Oui, monsieur Le Bouillonnec, je crois, discerné dans l'ombre. Oui, d'abord, saluer Andreas et rappeler, parce qu'on fête les 10 ans du forum, que nous sommes allés à Hambourg. Nous sommes allés aussi sur la Ruhr et qu'on a puisé dans ces contacts des réalités qu'on ignorait totalement et des manières de faire qu'on ignorait totalement. Et en particulier, je voudrais le rappeler, la situation des villes de la Ruhr qui étaient construites autour de l'usine. C'est-à-dire qu'il y avait de l'habitat, quelques activités économiques servant la vie des ouvriers, et puis au milieu, ce patrimoine minier, bien entendu devenu obsolète, et la stratégie dans laquelle il fallait réinventer ces villes à partir d'un cœur qui était un cœur industriel inutilisable. Et on a vu alors là des choses fantastiques, et notamment
c'est là où on a aperçu pour la première fois la reprise de possession de ce patrimoine industriel qu'il fallait préserver et que vous avez été les premiers à préserver pour faire de la vie. Donc je voulais souligner cet aspect. Et deuxième élément, ce que vient de dire Dominique Abba, ça s'appelle les CDT. Je voudrais le dire ici, dans la loi sur le Grand Paris Express, il y a un contrat de développement territorial dans lequel l'État, l'ensemble des collectivités responsables, conseils généraux, intercommunalités, communes, débattaient et devaient construire une stratégie de réurbanisation à partir des gares qui, pour beaucoup de communes, sont presque en train de quereller les cœurs de ville ou les centres-villes. Et ce travail-là a été interrompu. Il a été interrompu, l'État a désactivé sa participation, à part quelques cas particuliers. Et c'était éminemment dommage parce que, évidemment, l'enjeu du Grand Paris Express, David Bardet qui était là tout à l'heure aurait pu le dire, c'est quand même, à partir d'une nouvelle réalité sur le transport, de réinventer le mode de présence de ces pôles de mobilité au cœur des villes, sans rejeter soit les cœurs de ville dont certains vivotent, soit en créant des périphéries à ces gares qui seraient une catastrophe. Donc on est dans un blocage actuellement, et moi je voulais traduire ici le regret qu'on n'ait pas poursuivi ce travail. Dernier point, sur les PLU, je voudrais rappeler qu'à la métropole du Grand Paris, où nous avions des compétences à exercer, notamment le SCOT, qui avait pour vocation de définir un cadre général d'urbanisation avec, en déclinaison après, les PLUI montés au niveau des territoires. C'est quand même une matière dans laquelle on a alors une impossibilité de construire une intelligence collective entre tous les élus. Et nous nous heurtons actuellement à des difficultés de l'opposition des maires à être dépossédés de compétences, et aussi, bien entendu, et du même coup, à l'impossibilité de construire des stratégies d'aménagement. Alors, c'est légitime, j'ai été maire, donc je sais très bien que c'est compliqué de lâcher une compétence de cette nature qui est directement marquée dans la vie de la collectivité, qui est souvent, ce que vient de dire Philippe tout à l'heure en disant bonjour les dégâts, qui marque ou qui peut flinguer un maire selon qu'il a une stratégie de construction, au contraire de préservation d'un patrimoine inadapté, mais qui sied à la majorité de ses habitants. Sur le fond, on n'a quand même pas réglé ce problème, et c'est vrai que ça rend nécessaire d'appeler à nouvelle loi de l'urbanisme, de la nature de SRU, pour effectivement ouvrir des champs de réglementation qui ne soient plus à la merci de la construction du PLU, mais qui deviennent des règles d'urbanisme générales pour qu'elles puissent effectivement s'appliquer indépendamment des volontés, je dirais, de nature plus préservatrice des intérêts préexistants. Quand des propriétaires de pavillons autour d'une gare se bagarrent pour qu'on n'aménage pas autour de la gare, ils imaginent qu'on a construit le Grand Paris Express pour servir des quartiers pavillonnaires, ce qui est bien entendu une aberration. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre liberté de ton. Alors bientôt, je vais vous passer la parole, Daniel Guiraud. Alors, il y a encore une question. Oui, bonjour. Moi, c'est Carole Enfer. Moi, je voulais simplement renforcer ce que disait Monsieur Le Bouillonnec. Ô combien il y a des dispositifs, et notamment dans la loi du Grand Paris, et ô combien l'État doit intervenir. Alors, il y a bien naturellement les CDT, et beaucoup se demandent pourquoi ça reste en plan. Il y a également la possibilité pour la Société du Grand Paris d'être aménageur, et ô combien elle est très réticente et elle n'avance guère. Et il y a l'article L22, donc il y a un certain nombre de dispositifs. Alors on peut mieux faire peut-être, hein, on peut attendre aussi une loi, mais je pense qu'on peut aussi utiliser les dispositifs, et l'État doit les utiliser, et parce que c'est un projet d'intérêt national. Voilà, c'est plus une remarque. Merci beaucoup. Philippe Laurent approuve. Monsieur, vous vouliez poser une question ou une intervention ? Jean-Louis Testu, Suresnes. Je ne vais pas poser une question, je vais faire une page de pub pour Suresnes. Ah non, ça c'est interdit. Et alors, désolé. pour vous dire qu'à la fin
du mois, nous inaugurons à Suresnes une galerie d'artisanat d'art qui va accueillir 11 artisanats d'art de grande qualité. Nous avons pu le faire parce que la collectivité a subventionné les travaux, ce qui permet d'avoir des baux commerciaux inférieurs au prix du privé. Voilà. Et puis, je voudrais signaler également que nous sommes le premier vignoble d'Île-de-France qui produit le meilleur vin de la région, qui a été classé par la Revue des vins de France et que nous allons obtenir, ça y est, c'est fait, l'IGP. Ah. Voilà. Et vous faites C'était une page de pub pour Suresnes. Une fête des vendanges qui est tout à fait voilà. attrayante. Daniel Guiraud, c'est à vous de nous dire tout ce que vous pensez de tout ça. On parle souvent du vin, mais on le voit rarement. Alors, il me demande de faire une synthèse, j'en suis bien incapable et ce n'était pas prévu. Donc je vais juste faire quelques petits rebonds sur les interventions là, sur la tribune et également celle de Jean-Yves Le Bouillonnec dans la salle. Je propose sur la question des CDT qu'on se lève et qu'on observe une minute de silence et de recueillement à la mémoire et en hommage des CDT que l'État a débranchés. Et c'est dommage, parce qu'on évoquait avec Andreas Hambourg les IBA allemandes. C'est vrai que Paris Métropole est allé à Hampshire Park, dans la Ruhr, à Hambourg, voir un peu cette expérience. Et le CDT, quelque part, appelait les élus à s'interroger sur le projet et sur la conduite de projet. Donc c'était quelque chose de très intéressant. Et malheureusement, ça a disparu. Je pense que ça nous aurait beaucoup apporté de continuer la petite dynamique, les petites synergies qui s'étaient créées au moment d'élaboration des CDT. Dominique Alba évoquait au début de sa première intervention un sujet qui me paraît très important. Hauts-de-Paris a décidé d'aider des agriculteurs sur les zones de captage d'Hauts-de-Paris à reconsidérer leur façon de travailler en passant au bio. Parce que Hauts-de-Paris a fait le calcul, alors c'était avant Célia Bloel, je crois que c'était le Strat qui était président d'Hauts-de-Paris, que c'était moins cher pour Hauts-de-Paris de travailler comme ça plutôt que de dépolluer les zones de captage. Bon, je crois qu'au-delà de l'eau et de la distribution d'eau, je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur, quand on dit produire au sein des métropoles, l'objectif, ce n'est pas de tout produire au sein des métropoles, c'est la relation entre la métropole et ce qu'il y a autour. Et cette relation doit être pensée non pas comme une métropole qui absorbe la substance d'un hinterland, mais comme une métropole qui travaille avec, qui coopère et qui irrigue tout ce qu'il y a autour. Et de ce point de vue, moi, en tant que maire, je suis frappé, 20 ans que je suis maire. Il y a 20 ans, les commissions menues de la restauration scolaire. C'est un groupe, il y a des parents d'élèves, il y a des gens de la mairie, quelques élus, et on parle de la restauration scolaire. Il y a 20 ans, le sujet c'était, est-ce que les rations sont assez importantes? Est-ce qu'ils ont aimé ce qu'on leur a proposé? Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, c'est la question de la qualité de la nourriture, le bio. Alors, donc, on s'efforce de passer progressivement à davantage de bio dans nos écoles, mais le problème, c'est qu'on ne le trouve pas à proximité et qu'il y a une contradiction entre passer au bio et le circuit court qu'on ne peut pas faire parce qu'il n'y a pas de production à proximité. Donc, je pense qu'un des grands desseins métropolitains devait être de penser la relation avec la ceinture maraîchère qui n'existe plus, pour qu'on reconvertisse une partie de cette production agricole de très grande ceinture d'Île-de-France et du bassin parisien, qui est très polluante à cause des épandages et du pesticide, et qui est une zone de monoculture céréalière. Il n'y a plus une vache, il n'y a plus un mouton, il n'y a pas un arbre fruitier, il n'y a pas de... Donc il faut... Parc de Sceaux, mais ça suffit pas à alimenter c'est pas le ventre de Paris, le parc de Sceaux. Donc il faut repenser tout ça, et je crois que là il y a une démarche volontaire métropolitaine engagée avec les territoires alentours et avec les entreprises agricoles pour aider les jeunes agriculteurs à repenser complètement ce mode de production. D'une manière plus générale, c'est la question de qu'est-ce qu'on produit trop et qu'est-ce qu'on ne produit pas assez. Je pense qu'on produit des déchets, beaucoup, on produit aussi beaucoup de CO2. C'est-à-dire que la métropole, la zone dense, produit les 3/4 du CO2 du grand bassin parisien. Comment on pollue moins? Ça, c'est une vraie question qui n'est pas détachable de l'ensemble de la problématique. Et donc, c'est les zones de faible émission, il y a toute une série de choses qui sont déjà engagées, mais il faudra aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il va falloir qu'on pense la restructuration des autoroutes urbaines. On ne peut plus rester sur ce modèle polluant des autoroutes urbaines. Alors, c'est le périphérique, c'est la A86, c'est toutes les radiales A1,
a 3, etc. Il va falloir qu'on change le modèle, c'est-à-dire qu'on ne peut plus circuler avec 4 voies, etc. Il faut qu'on limite le nombre de voies, qu'on plante peut-être des arbres sur des voies qu'on n'utilise plus, qu'on utilise des voies spécialement dédiées au covoiturage, qu'on abaisse la vitesse. Je crois que c'est important pour réduire la pollution qu'on produit trop massivement dans la zone dense. Je pense qu'en revanche, on produit, alors sur la question de l'énergie dont on n'a pas parlé, nous produisons très peu d'énergie. La métropole importe 95% de son énergie. Donc je pense qu'il y a un potentiel sur le champ de l'énergie pour travailler sur les énergies propres. C'est-à-dire qu'augmenter et passer de 5% à bien davantage, mais qu'est-ce que ça peut être? Bon, l'éolien, c'est un peu complexe. Il y a là, j'ai un immeuble parisien à côté des Lilas où il y a une éolienne horizontale qui fonctionne assez bien, mais globalement, ce n'est pas ça qui va changer le mix énergétique dans la métropole du Grand Paris. La question de la méthanisation, du biomasse, oui. Alors, il faudra améliorer. On a eu une expérience malheureuse à Romainville avec l'usine de méthanisation du Dixicto, mais ça peut être une piste. Je crois qu'il y a 2 pistes extrêmement importantes. L'une, c'est le solaire. Moi, je suis très heureux qu'il y ait la carte, le cadastre solaire sur Paris, ruelle Malmaison. Nous, les Lilas, on va délibérer la semaine prochaine vers un cadastre solaire. On met à disposition des toitures bâtiments publics avec une association qui s'appelle Electron Solaire 93 pour installer des panneaux photovoltaïques sur les toitures privées. L'idée, c'est de faire en sorte que potentiel est fort. L'IAU a fait une étude sur le solaire à la fois thermique et photovoltaïque en disant qu'il y en a peu actuellement, mais il y a un vrai potentiel. Donc je pense qu'il faut aller hardiment dans cette direction-là et produire des résultats et également de la géothermie profonde. Je trouve qu'on a la chance dans la métropole d'avoir un sous-sol de qualité qui permet de réchauffer à des profondeurs tout à fait acceptables. Et donc là, ça coûte cher en investissement, mais sur 15 ans, on rentabilise l'investissement. Donc on peut produire de l'énergie de cette manière. Deuxième point, la question du logement qui a été abordée. On ne peut pas la détacher, la question spécifique du logement social. Pour une raison simple, c'est qu'il y a une courbe du logement en accession là, qui augmente sur la zone dense et que la courbe des loyers suit la courbe de l'accession. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de familles qui sont contraintes de partir toujours plus loin du centre vers la périphérie. Et le seul moyen de contrer ce phénomène, c'est le logement social. Alors après, la question, et autant sur les questions environnementales, on peut se mettre d'accord entre nous sur quelques solutions, autant sur la question du logement social, on ne se met pas d'accord parce qu'on n'est pas d'accord. Il faut une gouvernance forte. Je pense qu'il faut, pour la métropole, un jour, et les moyens d'avoir une gouvernance forte pour faire en sorte qu'on puisse équilibrer et mixer le logement social, que ce ne soient pas les mêmes villes qui ont déjà parfois 70-75% de logements sociaux qui continuent à en accueillir, alors que d'autres qui en ont très très peu trouveront toujours des excuses fallacieuses pour ne pas en faire un de plus, ou en tout cas très très peu. Dernier point, sur la question du e-commerce et de la révolution numérique. Je pense que la révolution numérique, elle va beaucoup plus vite que nous, court plus vite que nous, et qu'on a du mal à anticiper. Exemple, très récemment, Uber Eats. Il y a 6 mois, il n'y en avait pas un sur la ville des Lilas, ni à Pantin, ni à l'entour. Aujourd'hui, il y a des regroupements de scooters, de livreurs. Alors, on parlait des emplois créés par le e-commerce, c'est des emplois de sous-prolétaires. Je vous dis, souvent ils ne sont pas déclarés, enfin bref. Là, il y a quelque chose à faire aussi en termes de réglementation sur le droit du travail et sur comment on fait pour qu'ils ne s'affranchissent plus aussi franchement des règles du code de la route, parce que ça circule partout, sur les trottoirs, c'est accidentogène. Donc voilà, on a ce phénomène-là. Comment on pense la révolution numérique sans être confronté à des situations qu'on n'a pas vues venir et auxquelles on a du mal à faire face. Je pense aussi à la question, dès lors qu'on a tous des smartphones, des iPhones, etc., la question de la production des data centers. Le nord de la Seine-Saint-Denis est un lieu de concentration très très forte de data centers. Il n'y a pas plus, et je reviens à la question de l'énergie, c'est extrêmement consommateur, c'est extrêmement énergivore. Donc comment on fait pour au moins récupérer l'énergie fatale produite par les data centers pour en faire quelque chose d'utile? Là-dessus, il faudrait qu'on ait une vraie réflexion et qu'on prenne des décisions en termes d'investissement, parce que ce n'est pas des choses qui se font aussi facilement. Et je ne pense pas que de lui-même, le secteur privé, il n'y a pas de main invisible qui va réguler tout ça, le fera gentiment. Donc voilà, je crois que c'est ça. La question dans la métropole, c'est comment on fait pour produire des solutions. Comment est-ce que les solutions, elles viennent? C'est-à-dire que les solutions, elles viennent de la réflexion, de la décision, du bon vouloir des élus. Certaines solutions
peuvent faire l'objet d'un consensus et donc à la limite on pourrait avoir une gouvernance tout à fait souple et décentralisée, mais il y a des solutions qui imposent des véritables choix qui ne sont pas des choix partagés par tout le monde. Donc j'appelle de mes voeux une métropole où un jour il y aura une gouvernance forte qui permettra de prendre les décisions et les bons choix pour l'avenir.